Donc, c'est très aspécifique et puis c'est très fréquent. Si vous avez une personne de 80 ans qui a une pneumopathie, qui est en sevrage benzodiazépine, qui est dépressive, elle va forcément délirer. Et savoir après ranger le délire dans le cadre de la confusion, du sevrage, de sa fièvre ou de sa dépression, quelque part, on s'en fiche. Ça va être un symptôme qui va être un peu noyé dans la masse et qu'on va négliger quelque part. Donc, à la fois, c'est un exercice vain, puisque faire de la description de délires extrêmement complexes au plan sémiologique n'a en pratique rigoureusement aucun intérêt, puisque c'est très très rare que la spécificité d'un délire adresse à une pathologie très particulière. Hein. Les hallucinations, autant chez le sujet jeune, ça peut fonctionner. Quelqu'un de 30 ans qui présente un syndrome délirant, ça va nous orienter en fonction des caractéristiques du délire, hein, structure, thème, mécanisme, etc. Ça va nous orienter vers des profils pathologiques ou vers des troubles spécifiques. Chez quelqu'un d'âgé, ça marche plus. Chez quelqu'un d'âgé, ça marche plus, parce qu'on connaît tous la psychopathologie du vieillissement. Je fais un petit rappel rapide pour les jeunes collègues qui sont peut-être en visio quelque part ou dans la salle. Voilà. Mais bien vieillir, un vieillissement dit réussi, c'est quelqu'un qui va réussir à adapter son narcissisme aux épreuves de l'âge, c'est quelqu'un qui va réussir à gérer ses pertes, gérer ses deuils, voilà, et qui, sauf accident brutal, qui va casser un peu le processus de vieillissement normal, va réussir à s'adapter sans difficulté. Le problème, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que beaucoup de nos patients ou de gens âgés vont effectivement, à un moment donné, soit parce qu'ils ont une personnalité peu adaptable, et on verra que dans les délires de l'âgé, il y a une grande part de ces délires qui sont en lien avec la personnalité, notamment les personnalités un petit peu psychorigides et sensitives, qui effectivement vieillissent moins bien parce que n'ont pas ces compétences en termes d'adaptabilité. Mais quelqu'un qui vieillit normalement, qui s'adapte bien aux modifications de l'existence, s'il vit pas trop plus de turpitude que ce qu'il est capable d'encaisser en termes de résilience, il n'y aura pas de souci particulier. Par contre, quelqu'un qui va avoir un vieillissement plus difficile et quelqu'un qui, à un moment donné, va être obligé d'utiliser des stratégies psychiques pour se protéger de son angoisse, et, notamment au niveau de ses défenses. Et on sait qu'effectivement, les deux grands cadres défensifs qu'on va retrouver chez la personne âgée, ça va être la régression, dans une moindre mesure la démotivation, qui va être une façon de se protéger. Hein, je régresse, je me démotive, je ne me mets pas en difficulté, donc je me protège quelque part. Et l'autre grand cadre nosographique dans lequel on va retrouver effectivement un mode défensif particulier, c'est le délire. Le délire reste la défense absolue. Hein. Le déni, c'est ce qui marche le mieux. Je suis confronté à une situation insupportable. Cette situation insupportable n'existe pas. Je me crée une situation parallèle. Hein, je vous rappelle, délirer, c'est un terme agricole. Hein. Je suis en dehors du sillon. Je sors quelque part de cette réalité qui m'est insupportable pour me créer une autre réalité qui, elle, va me protéger. Alors qui, bien évidemment, va créer d'autres sources de problèmes. Voilà, notamment en termes social, familial ou professionnel chez les gens jeunes. Mais chez les gens âgés, la composante protectrice du délire va être beaucoup plus marquée qu'elle ne peut l'être chez les sujets plus jeunes. Un patient schizophrène qui effectivement va délirer pour échapper à son angoisse de morcellement, qui va pouvoir vivre effectivement avec ce délire, mais qui va créer une situation sociale pour lui pas forcément simple. Quelqu'un d'âgé qui va avoir recours au délire comme façon de se protéger, pourra en faire quelque chose qui finalement sera protecteur et auquel il faudra quasiment pas toucher. Sauf minimum syndical, si effectivement ça interfère avec sa vie quotidienne. Mais moi, je suis toujours un peu les mêmes exemples, mais ils sont assez marquants. Enfin, ils m'ont marqué dans ma pratique clinique. Je me rappellerai toujours de cette dame, on en parlera vite fait après, mais qui présentait un délire particulier, spécifique à l'âge, hein, qu'on appelle le délire de déni du décès. On ne trouve pas chez les gens jeunes ou très rarement. À l'époque, je travaillais encore en Bretagne. Je n'avais pas fait l'expérience surréaliste de passer dans un univers parallèle dans un CHU parisien. Je faisais encore du secteur en province. Et c'était à l'hôpital de Crozon, je me rappelle encore. Il y a pire que de travailler à Crozon, pour ceux qui connaissent. Ouais. Voilà, c'est sûr que longer la mer pour aller au taf, c'est pas ce qu'il y a de pire dans la vie. Donc je vous plains. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, voilà. Donc, l'hôpital de Crozon. Et en fait, on m'a demandé de voir cette dame qui venait de perdre son mari quelques jours avant. Et elle avait une histoire particulière puisqu'ils avaient vécu ensemble très longtemps, une soixantaine d'années. Ils n'avaient pas d'enfants. Elle avait toujours travaillé avec son mari. Comme lui avait un caractère un peu spécial, on était en Bretagne quand même. Du coup, ils étaient très isolés, peu de relations, peu d'amis, pas de chien, pas de chat, pas d'occupation. Vraiment le couple fusionnel
Hein. En général, c'est plutôt mère-fils là-bas, mais là, en l'occurrence, c'était mari et femme. Et le mari meurt. Et la femme se retrouve avec, bah, en termes de lien, le zéro absolu, personne dans son environnement. Et elle a disjoncté à la fin de l'enterrement, elle s'est retrouvée à l'hôpital, ce qui en soi n'est pas une bonne idée, parce que vous savez qu'on ne psychiatrise pas une situation de deuil, mais en fait, là, en l'occurrence, elle a vraiment déconnecté, donc il y avait un minimum syndical. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, je la vois, et elle me sort cette phrase extraordinaire, mais docteur, vous savez, c'est affreux ce qui m'arrive, on a enterré mon mari il y a 2 jours, c'est insupportable, mais je ne vais pas pouvoir rester à l'hôpital parce qu'il faut que je rentre à la maison ce soir pour préparer le repas quand il va rentrer. C'est-à-dire que dans la même phrase, cette dame qui, 8 jours avant, était névrosée, je vais le faire à la génération Z, était névrosée comme tout le monde, enfin, même si la névrose n'existe plus, mais bon, je profite de mon statut de boomer pour réutiliser des termes surannés, n'est-ce pas? Voilà, pour le plaisir, voilà, c'est le névrose, c'est un terme, les jeunes, vous ne connaissez pas. Mais... Marqué, on a changé. Avant, ils étaient tous hystériques. Maintenant, ils sont tous borderline. C'est une évolution. Il reviendra peut-être. J'en reviens à mon sujet. Donc, cette dame qui finalement était dans un tout à fait adaptée en temps normal, n'avait pas de pathologie psychiatrique, pas de fragilité particulière, si ce n'est son isolement hors de la vie avec son mari, s'est retrouvée dans un tel état d'angoisse au décès de celui-ci que la seule stratégie qui lui a permis de ne pas passer dans un univers parallèle pour le coup, ça a été le délire. Et c'était vraiment, on se croirait dans le Parkinson, c'est l'effet on-off. Je parle de la mort de mon mari, c'est insupportable, mon mari n'est pas mort. Et je me rappelle de la phrase, il va rentrer pour manger ce soir, faut que je prépare la soupe, c'était la phrase exacte. Et puis en même temps, juste après avoir dit ça, mais pourquoi je vous dis ça, il ne va pas rentrer, il est mort. C'est-à-dire c'était vraiment, je suis mal, je délire, je me rends compte que je délire, je redescends, je suis mal, je redélire, etc. Puis c'est passé petit à petit avec une anxiolyse. Je ne me rappelle plus de la fin de l'histoire parce que c'était il y a longtemps. Mais voilà, donc c'était montrer à quel point le délire, le symptôme délirant, qui était inexistant chez cette dame qui n'avait jamais été dans le champ de la psychose ou d'une sémiologie psychotique quelconque, s'est retrouvée brutalement, complètement déconnectée. Et si on avait laissé faire, elle se serait retrouvée avec un diagnostic de psychose hallucinatoire chronique ou de bouffée délirante aiguë, je ne sais quoi. Voilà, alors que le délire était vraiment à voir sous son angle psychopathologique, c'est-à-dire comme à un moment donné, la souffrance est telle que, bah, vous savez que notre cerveau est bien fait, il va chercher la stratégie la plus idoine, la plus adaptée à la situation. Et là, en l'occurrence, la solution la plus adaptée, c'était je déconnecte. Autre situation où le délire a cette vocation protectrice, c'est aussi une histoire que je raconte souvent parce qu'elle m'avait marqué. Ça se passait dans un EHPAD, c'était à Landerneau, Bretagne Nord. Eh oui, vous allez visiter un peu, vous allez faire du tourisme là. Parce qu'on était en pleine canicule, nous, il y a 3 jours, on avait 22 quand même. Donc, vous ne pouvez pas savoir comment on a souffert. Vous êtes habitué, bon, 40 à Paris, on ne respire pas, on vit sous les toits, voilà, on fait son testament et on attend la mort. Voilà. Nous, 22, c'était l'apocalypse. Voilà, on ne savait plus quoi faire. Heureusement, l'eau était à 13 degrés, donc très chaude, on a pu aller se baigner pour compenser, mais quand même. Donc, pourquoi je parlais de canicule? Landerneau. Landerneau. Pourquoi Landerneau? Oui, l'EHPAD. Donc, je travaillais à Landerneau à l'époque, et il n'y a pas que les CHU parisiens dans la vie. Donc, je travaillais à Landerneau à l'époque, et je vois donc une dame en EHPAD, et en fait, on m'a demandé de la voir parce qu'elle présentait des hallucinations. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle parlait de ses hallucinations dans l'ascenseur. Pourquoi l'ascenseur, ça on l'a jamais su, mais toujours est-il que dès qu'elle prenait l'ascenseur avec les autres vieilles dames de l'EHPAD, le terme vieux n'est pas péjoratif, je vous rappelle, euh, elle se mettait à leur raconter ses hallucinations et notamment les discussions qu'elle avait avec son mari, qui était quand même mort depuis 4 ou 5 ans. Et le problème, c'est que dans un environnement d'EHPAD avec des vieilles dames qui étaient quasiment toutes veuves, la Bretonne vit vieux. Donc voilà, plus que le Breton. Et donc, ça mettait un peu de stress, si vous voulez. Entendre parler quelqu'un de son mari décédé toute la journée, au bout d'un moment, voilà. Donc, on nous a demandé de la voir. Et en fait, on n'avait vraiment aucune sémiologie dépressive. Elle avait des petits troubles cognitifs, ce qui justifiait sa présence en EHPAD, mais elle était très lucide sur sa situation. C'est vraiment des troubles cognitifs débutants. Et elle était tout à fait claire sur le fait que son mari était décédé. Il n'y avait pas de trouble de mémoire de ce côté-là. Elle savait qu'il était mort. Et elle nous a sorti cette phrase extraordinaire. Elle a dit, bah oui, je sais que mon mari est mort. Ça fait tellement de bien de l'entendre. Et du coup, on a fait un deal avec elle. C'était d'éviter d'en parler tout fort avec les autres. Du style, vous les faites flipper. Là, voilà. On dit ça souvent aux gens âgés quand ils vont au cimetière, par exemple.
Vous allez sur la tombe de votre mari ou de votre épouse, vous discutez avec lui ou avec elle. S'il y a du monde autour, parlez tout bas. Voilà. Genre histoire que ça se voit pas trop. Mais l'hallucination comme mode protecteur chez quelqu'un qui fait un deuil, quel qu'il soit, c'est hyper classique quand on travaille avec des gens âgés. Ça existe aussi avec les gens plus jeunes, mais chez les gens âgés, c'est une grande constante. Après, si l'hallucination est génératrice d'angoisse, bien évidemment, on va rentrer dans un processus thérapeutique pour apaiser cette angoisse. Mais si l'hallucination ne déborde pas, qu'elle est lucide, que la personne est consciente du décès du conjoint et que ça lui fait du bien quelque part, bah, ça vaut la photo sur la table de nuit ou la pseudo-chapelle ardente. Alors effectivement, quand vous avez des situations où la vieille dame prend l'urne de son mari, l'installe à la table du salon pour manger en mettant une assiette vide, au bout d'un moment, effectivement, ça aide pas à faire le deuil. Mais voilà, avoir une présence délirante, une présence hallucinatoire pour supporter le décès du mari, on n'est pas dans le registre du pathologique. Il n'y a pas de souffrance. Avoir une hallucination sans que ça génère de la souffrance n'est pas considéré comme quelque chose de pathologique pour nous. Je vous rappelle que l'hallucination chez les gens âgés, bon, je ne sais plus le chiffre exact, mais j'imagine que dans toutes les séances précédentes, ça a dû être abordé à un moment donné. Je crois que c'est 10% des gens de plus de 80 ans qui présentent des hallucinations sans être forcément dans un contexte pathologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un qui va arriver derrière, mais voilà. Donc la présence d'un délire chez quelqu'un d'âgé n'est pas en soi quelque chose d'extraordinairement rare, c'est même plutôt banal parfois. Et le problème, je vous dis, c'est que c'est très aspécifique. C'est-à-dire, effectivement, une bouffée délirante à 20 ans, les caractéristiques du délire, paranoïde, paranoïaque, la multitude des thèmes, etc., la systématisation, l'organisation du délire ou pas, pour vous orienter sémiologiquement sur une pathologie spécifique. Quelqu'un d'âgé qui délire, je dirais pas on s'en fout, le terme est excessif, mais ça veut dire que voilà, on sait qu'il y a un délire, on sait qu'on a une sémiologie psychotique qui sous-tend quelque part l'idée qu'il y a quand même une intensité de la souffrance. Pour qu'on en arrive à psychoter, il faut effectivement quand même qu'il y ait un degré de souffrance suffisant, mais on n'est pas au stade de l'adulte jeune où effectivement, par exemple, vous faites dans le cadre des dépressions, quelqu'un de jeune qui fait une dépression et qui a des symptômes psychotiques dans le cadre de sa dépression, c'est quand même un critère de dépression caractérisée avec une intensité forte. Une personne âgée dépressive qui délire, les idées de persécution dans la dépression de l'âgé font partie de la sémiologie de la dépression de la personne âgée. Pas les thèmes mélancoliques, c'est-à-dire si effectivement on a une thématique mélancolique avec ces idées d'incurabilité, d'indignité, là effectivement de ruine, c'est très classique chez les gens âgés cette thématique. Là effectivement on est dans un registre d'intensité de la dépression, mais être dépressif et persécuté quand on a 70-80 ans, je ne me rappelle plus des statistiques, mais je crois que dans mon propre service, jusqu'à il y a un an quand j'étais encore ici, si 80% des personnes hospitalisées déliraient, étaient persécutées à un degré plus ou moins fort. Et dans le tas, s'il y avait un psychotique au sens structurel du terme, c'était le maximum. Voilà. C'était pas des schizophrènes ou des paranoïaques recrutés exprès juste pour venir mettre la pagaille dans le service. La sémiologie de la dépression chez quelqu'un d'âgé, le délire en fait partie. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés qu'on a, notamment dans nos relations avec le monde gériatrique ou le monde de la psychiatrie adulte quand il s'occupe de gens âgés, c'est de leur faire comprendre que quelqu'un qui délire, c'est pas quelqu'un qui a une psychose, c'est quelqu'un qui a un état de souffrance qui fait qu'il y a une sémiologie délirante et qu'il ne faut pas traiter le délire, il faut traiter la pathologie qui génère ce délire. Effectivement, quand on fait de la liaison, c'est caricatural. Dès qu'on voit quelqu'un de délirant, nous, on met un antidépresseur 9 fois sur 10, et les gériatres nous regardent avec des yeux comme ça en disant mais pourquoi as-tu arrêté le risperdal, il y a quand même le patient, pour mettre un antidépresseur alors qu'il délire. Ah oui, mais quand tu as un patient qui a de la fièvre, tu mets du Doliprane, mais tu t'intéresses aussi à pourquoi il a de la fièvre. Nous, c'est pareil, mon patient, il a de la fièvre, il a du délire. Je m'en fous du délire, c'est un symptôme. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce symptôme? Et pourquoi est-ce que dans la médecine somatique, on s'intéresse à l'étiologie d'un symptôme et on ne le ferait pas en psychiatrie? Et c'est un des problèmes dès qu'on sort du champ de notre discipline. Et quand je dis notre discipline, c'est la gérontopsychiatrie. C'est-à-dire quoi, vous discutez avec un psychiatre adulte, je suis aussi, je veux dire, c'est pas le... Les personnes âgées sont des adultes. On fait de la psychiatrie adulte quand on s'occupe de gens âgés. Ça, on le dit pas trop fort quand on est dans des réunions à l'ARS ou des choses comme ça, parce qu'on a besoin de revendiquer l'existence de notre discipline. Enfin, les vieux, c'est les adultes, voilà, avec des petites spécificités qui justifient notre existence.
Mais voilà, mais effectivement, on a des psychiatres adultes qui ne s'intéressent pas au sujet. Vous connaissez l'adage, hein, c'est gériatrique. Marqué, les autres nous le rendent bien, c'est psychiatrique. Voilà. Nous, l'avantage, c'est que c'est les deux. Donc, il faut qu'on se débrouille avec ça. Mais le délire, voilà, est systématiquement vécu délire égale psychose. Non, délire égale souffrance psychique. Chez quelqu'un d'âgé, c'est un mode défensif. Le délit est un mode défensif. Et donc, le délire est l'expression d'une souffrance. Il n'est absolument pas l'expression d'une pathologie psychotique, quelle qu'elle soit. Alors, nous, on le sait. Enfin, j'espère qu'on le sait. Mais pour ceux qui débarquent dans le métier, les petits jeunes, là, okay. Bienvenue à la génération Z. Et celle d'après, c'est laquelle, Alpha? Je ne sais plus quoi. Alors, en tant qu'avec l'ami Jovelet, on doit être les deux seuls boomers de la pièce. Toi, tu dois être plus vieux que moi, quand même. Et beaucoup plus blanc. Je te dirai après. Ouais. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je suis content de te voir. Alors, j'ai quand même pris quelques notes pour essayer de ne pas tourner en rond pendant 2 heures. Donc, tout ça, je vous l'ai dit. Voilà. Donc, le délire, rappelez-vous cette notion que c'est voilà, juste contextuel. Il faut que je tienne quand même 1 heure. Donc, voilà. Faut que ça, je suis toujours dans l'introduction. Là, on est dans les propos liminaires. Le délire, effectivement, est quelque chose dont la vision ne doit pas être une vision de quelque chose de pathologique, mais comme l'expression d'un symptôme qui protège d'une pathologie ou qui révèle une pathologie. C'est-à-dire, la personne qui délire, c'est la personne qui soit court plus vite que sa dépression. Effectivement, le délire va être une façon d'éviter de déprimer. Soit c'est quelqu'un qui est dépressif et le délire est un symptôme de cette dépression. Donc, notre boulot va être d'aller voir ce qu'il y a derrière ce délire. Alors, je vous ai dit, ce qui fait la richesse et à la fois la banalité, c'est que nous, un patient qui délire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il délire. Et après, une fois qu'on sait qu'il y a un délire, aller chercher à quoi il se rattache. Et la première question qu'on se pose, et ça c'est la subtilité en gérontopsychiatrie qu'on n'a pas, ou beaucoup moins en psychiatrie adulte, on l'a aussi, mais pas au même stade, c'est qu'un patient âgé, ce qui fait la spécificité, ce qui fait l'intérêt de notre existence, c'est l'association du psychiatrique, de l'affectif la plupart du temps, mais du psychiatrique, du somatique et du cognitif. C'est la même problématique pour les gériatres. Un gériatre ne s'intéresse pas à un patient qui a une pathologie, il s'intéresse à une patient qui est polypathologique. Ben nous, c'est pareil, on s'intéresse à un patient qui est polypathologique quelque part, pas forcément pathologique, mais en tout cas qui est poly quelque chose, puisque l'état somatique du patient et l'état cognitif vont bien évidemment interférer avec l'état psychiatrique. Et c'est la fragilité potentielle due à l'état somatique et due à l'état cognitif qui va favoriser une expression de la sémiologie psychiatrique différente. Sinon, vous avez des gens de 80 ans qui vous font des pathologies psychiatriques, des troubles psychiatriques, même sémiologiques l'adulte. Si vous avez un bon état de santé et qu'au plan cognitif, vous êtes nickel, l'expression d'une dépression ou l'expression d'un état anxieux à 80 ans sera exactement le même que celui d'un patient de 20 à 30 ans. C'est le même schéma, hein. Vous êtes juste un peu, vous courez juste un peu moins vite, c'est tout. Alors que par contre, si vous êtes dans une situation de fragilité potentielle, de par le fait que vous êtes âgé, donc potentiellement plus fragile au plan somatique, souvent plus fragile au plan cognitif, là, l'expression de la sémiologie psychiatrique sera différente. Et donc, on a tout un panel de symptômes, de syndromes dans lequel le délire est présent. Et nous, notre démarche diagnostique va être, effectivement être d'essayer de faire la part des choses. Alors, le schéma, c'est pareil, je dois redire ce qui a déjà été dit avant, mais la répétition est pédagogique, ça ne peut pas faire de mal. Nos premières choses, est-ce que c'est un délire qui apparaît dans le cursus du patient ou est-ce qu'il était déjà là avant? S'il était déjà là avant, il était déjà schizophrène, il continue à être schizophrène, le délire est en général moins marqué, voilà, bon. Pareil, s'il était déjà paranoïaque, il l'est toujours, ça s'arrange pas en vieillissant, ce genre de truc, mais pareil, ça se systématise bien, ça se calme. On sait que les pathologies psychiatriques vieillissantes passent souvent du champ de la psychiatrie au champ du social. Si vous voulez voir des vieux psychotiques, il faut aller en EHPAD. Il faut pas faire de la psychiatrie. Voilà. D'ailleurs, les gens d'EHPAD le savent. Et... les psychiatres, ne nous oubliez pas. Voilà. C'est nous qui les avons maintenant. Après, ce qui nous intéresse, c'est voilà, on a une pathologie psychotique marquée par un délire apparu tardivement. Est-ce qu'on est dans le registre de l'organicité ou pas? J'imagine que la confusion a déjà été abordée dans les... Oui. Probablement un petit peu. Oui. Je pense que ça ne mange pas de pain de D'accord. Première chose, quand on nous appelle pour un patient délirant âgé, est-ce que ce délire rentre dans le champ du somatique et notamment de la confusion?
qui est quand même un syndrome extrêmement présent en gériatrie. Il suffit qu'il y ait un changement de température, ce qui arrive très rarement à Paris sous les combles, pour qu'effectivement la confusion apparaisse. N'importe quel syndrome infectieux, n'importe quel sevrage, n'importe quel médicament est susceptible de donner ça. Sauf que la vision de la confusion aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, est sémiologiquement beaucoup plus vaste qu'elle ne pouvait l'être. Et en psychiatrie, quand on pense confusion, on pense à ce qu'on appelait avant la psychose confusionnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont encore un exemplaire du Henriet dans leur bibliothèque, à part moi, à part nous deux. Euh, on décrivait la confusion comme un trouble psychiatrique, ce qui est une aberration prodigieuse parce que c'est un trouble organique à la base, d'expression psychiatrique, mais c'est un trouble organique. Et on parlait de psychose confusionnelle parce que ce qui était au premier plan du tableau confusionnel pour nous, c'était le délire onirique, l'onirisme, avec cette particularité d'être un délire vécu par le patient, donc avec un panel de troubles psychocomportementaux avec. Mais le noyau de la confusion, c'était quand même l'obnubilation de la conscience. Alors on dit plus ça comme ça aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est de ressortir cette vieille sémiologie, peut-être un peu surannée, mais qui disait bien ce qu'elle disait, l'obnubilation de la conscience qui renvoyait à la fois au trouble de la vigilance, avec cette possibilité de sédation du patient, mais en même temps avec ce trouble de la conscience, au sens du lien avec le monde qui l'environne, donc désorientation temporo-spatiale, perplexité anxieuse, toute cette sémiologie qui y avait autour de la confusion, qui est une sémiologie psychiatrique, mais pour une cause qui ne l'est pas. Et le souci, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans la définition de la confusion, la partie psychose est mise de côté. Si vous prenez les critères gériatriques de confusion, et ils ont raison, hein, 9 confusions sur 10, 9 syndromes confusionnels sur 10, c'est un patient un peu paumé dans le temps et dans l'espace, anxieux parce qu'il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, et voilà. Puis après, effectivement, il y a une sémiologie somatique derrière. Sauf que si le patient fait une vraie confusion, au sens où on l'entendait nous, avec une sémiologie psychotique qui vient se greffer dessus, donc avec un délire, onirique. Hein, et on a tous connu, quand on était plus jeune, c'était fréquent, on en voit moins aujourd'hui parce qu'on est quand même beaucoup plus performant dans la prévention et dans la prise en charge précoce. Mais quand on a connu les déliriums très minces, par exemple, quand on était de garde, quand on était jeune, vous assistiez à des batailles rangées d'un patient tout seul contre sa perfusion, son lit, le mur, etc. Parce qu'il vivait une situation horrible. Hein, si vous avez, je vous encourage à revoir le cercle rouge de Melville, où vous avez Yves Montand qui regarde les habitants du placard, il est en plein d'été, et on voit les serpents, les araignées qui sortent du placard, et puis on voit cette angoisse qui est présente. C'est une très bonne illustration de ce qu'est un syndrome confusionnel en soi. Mais sauf qu'aujourd'hui, la confusion vue par les gériatres, c'est une confusion où il n'y a pas de délire. Donc dès qu'on retrouve le délire onirique, et chez les gens âgés, il est quand même assez facilement présent, parce qu'on a très vite une sémiologie confusionnelle qui prend de l'ampleur, eh ben, ce qu'on va voir, ce que va voir le gériatre, ce que va voir le somaticien, ce que va voir le psychiatre adulte, c'est un délire. Et, réflexe de base, le patient est délirant, donc il est psychotique, donc on traite la psychose. Et on passe à côté de la réalité de la confusion pour se centrer sur ce qui fascine. C'est un des problèmes de la psychiatrie. C'est une des raisons pour lesquelles on explique aux jeunes générations Z et Alpha qui arrivent. J'ai rien contre la génération Z. Hein. Ils se seraient pas tous barrés pour aller travailler ailleurs avant que je parte. Je serais peut-être plus cool, mais voilà. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à raconter. La confusion, enfin le délire fascine. Fascine. Il y a une fascination, voilà. C'est la chose qu'on essaye d'apprendre aux jeunes générations et même aux vieilles, parce qu'on est aussi là-dedans. Moi, j'ai travaillé en toxicomanie dans une vie antérieure. On était plus fasciné par ce que prenait le patient que par l'état dans lequel il était. C'était une connerie monumentale. Et à la fin, on se faisait, quand on fait de la dictologie, l'idée, c'est le produit, on n'en a rien à faire. Si on s'intéresse au produit, on rentre dans le champ du patient et on passe à côté de sa souffrance. Si on est capable de lui dire ce que vous prenez, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez, pourquoi vous le prenez. Là, on est performant. Là, c'est pareil. Il faut faire de la clinique avant de faire de la psychopathologie. On a ça classiquement quand on bosse en CMP, c'est un des grands classiques, je le vis actuellement. Un infirmier voit un patient, j'ai une observation de 17 pages, comme quoi il y a encore du temps pour faire certaines choses, dans laquelle je sais que le patient est né avec des forceps, que son arrière-grand-mère habitait à la Guadeloupe, que sa tante a fait je sais pas quoi, mais je sais pas pourquoi il est là. Voilà, c'est-à-dire
Par contre, je sais qu'il a vécu un inceste à l'âge de 14 ans, je sais que sa sœur a été violée quand elle en avait 8, etc. Je dis n'importe quoi, mais c'est-à-dire, il y a une fascination pour le vécu de la personne. Et c'est quelque chose qu'on connaît, on fonctionne toujours de façon rétroactive en psychiatrie. Le patient va mal, oui, mais c'est normal, il a vécu une agression sexuelle quand il avait 8 ans. Donc c'est normal qu'il a le mal. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est la clinique actuelle. Pourquoi il va mal aujourd'hui? Quel est le problème aujourd'hui? On n'en a rien à cirer de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Alors, c'est pas vrai, on n'en a pas rien à cirer, mais on n'en a rien à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois le patient avec sa souffrance d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est le symptôme d'aujourd'hui. Ce qu'il a vécu avant, je m'en fiche. Par contre, dans un deuxième temps, là, on s'intéresse à la psychopathologie qui va nous amener effectivement dans le registre d'une prise en charge plus globale qui sera utile. Je vais revenir au délire, sujet quand même, mais au moins j'aurai rempli le temps. Là, ça se fait. Donc, je reviens sur la confusion, pour en repartir aussitôt. Euh, la confusion, le délire n'est pas systématique, donc quand il est présent, ben, le problème, c'est qu'il va prendre, il va fasciner, il va prendre toute la place, et on ne verra plus la réalité du trouble organique qui était derrière, au profil donc d'un délire très particulier, onirique, avec un vécu du délire qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres pathologies délirantes, qui sont en général beaucoup plus passives. Je dis en général parce qu'en vieillissant, justement, il s'avère que ce n'est pas toujours vrai. Mais voilà. Je rajouterais d'autant plus que la cause n'est pas trouvée facilement. Alors, si la cause est évidente, effectivement, ça passera. Si la cause n'est pas évidente, effectivement. Et vous savez tous comment ça fonctionne, notamment dans les services d'urgence. On a examiné le patient, il n'y a rien d'organique, il est pour vous. Et quand on regarde en quoi consistait l'examen, on le refait. Voilà, on a tous des histoires de chasse comme ça. Vous m'avez adressé Monsieur Machin pour tentative de suicide, je le vous réadresse pour traitement de sa fracture du fémur. Voilà, parce qu'il il a quand même sauté du deuxième étage. Authentique, hein, histoire vécue. Voilà. Le patient est envoyé en psychiatrie avec une fracture du fémur, et pas un col, hein, une vraie fracture. Le type, il était par terre et il hurlait. Mais envoyé en psychiatrie parce qu'il a fait une tentative de suicide. Au passage, si vous pouviez guérir le fémur avant, voilà, surtout qu'il ne va pas partir en courant pour ressauter par la fenêtre. J'imagine le type en train de ramper pour aller jusqu'au balcon. Ça, c'est pas de la gérontopsie. J'en profite, je suis à la retraite, donc je me remémore ces dernières années. Vous savez, c'est quand la fin arrive, on voit défiler sa vie. On verra dans quelques années. Ouais. Regarde dans quel état il est. On vit la même chose. Alors, pour revenir un peu plus dans le sujet qui nous intéresse, et la raison pour laquelle vous m'avez invité, je vous en remercie encore. Ça va permettre de revenir à la capitale. Les troubles, les délires un petit peu plus spécifiques qu'on trouve chez les gens âgés. Alors, il y a quand même un registre dans lequel on les trouve un peu plus particulièrement, c'est le registre des troubles cognitifs. On sait qu'il y a tout un ensemble de délires un peu particuliers chez les gens âgés, qui la plupart du temps sont effectivement plus présents chez des gens qui ont une sémiologie cognitive, ne serait-ce que parce qu'en fait, ce sont des délires dont la construction est essentiellement neurologique. Il n'y a pas de neurologue, donc il n'y a jamais de neurologue qui assiste à ce genre de truc. Alors, si vous connaissez des neurologues, vous ne répétez pas, hein, mais il y a quand même une part de notre métier qui touche un peu au champ de la neurologie. Henriet disait que la psychiatrie était une discipline interactive. Alors aujourd'hui, on dit intégrative, c'est moins joli. Que c'était une discipline interactive qui allait du champ de la psychologie et de la psychanalyse jusqu'au champ de la neurologie. Et je trouvais que c'était plus poétique que cette notion d'intégratif où on met tout dans la même boîte à outils. Et si on sort les outils dans le bon sens, il n'y a pas de souci. Si on les sort dans le mauvais sens, c'est plus embêtant. Donc, euh, une sémiologie délirante qu'on va trouver chez les gens âgés, essentiellement avec des troubles cognitifs, mais on sait que ces délires prennent leur naissance plus dans les troubles neurologiques, puisqu'en fait, ce sont plus des aphasies, et notamment celui que vous connaissez, c'est le délire d'illusion des sosies, le syndrome de Capgras, hein, qui a une déclinaison en plein d'autres syndromes ou plein d'autres types de délires derrière. Et ce délire du Capgras, l'illusion des sosies, c'est que ce n'est pas Vincent Lapierre qui est assis devant moi. C'est quelqu'un qui a pris la place de Vincent Lapierre. C'est son sosie qui est là. C'est une drôle d'idée. D'ailleurs, il n'est pas comme d'habitude, il est plus calme, je trouve. C'est pour ça, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a pris sa place. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une aphasie, une agnosie, pardon. Une agnosie identificatoire. Je vois Vincent Lapierre, mais je pense que ce n'est pas lui. Voilà. En même temps, il n'y a qu'un seul Vincent Lapierre, donc ça doit quand même être vraiment lui. Je n'ai pas suffisamment de troubles cognitifs pour y croire vraiment.
Après, un autre délire qu'on retrouve essentiellement dans les troubles cognitifs, c'est le syndrome de Frégoli. C'est un petit peu le même principe. Alors, je regarde mes notes parce que je les mélange toujours. Voilà, c'est plusieurs personnes qui incarnent un même personnage. C'est-à-dire, en fait, vous êtes tous des Vincent Lapierre. Eh oui! Voilà, peu de Vincent. Est-ce que l'original vaut le... Grande question. Voilà. Alors, ce sont des délires très aspécifiques qu'on trouve plutôt quand il y a des troubles neurocognitifs. Voilà. Alors, c'est ça qui est bien en psychiatrie, c'est qu'on se fait plaisir. Syndrome de Capgras, syndrome de Frégoli. Il y en a d'autres. Le délire du double subjectif. Alors là, je vous dis ce que c'est parce que c'est pareil. Métamorphose pour... On ne devrait pas écrire aussi mal quand on est médecin. Pour prendre son apparence. Oui, voilà. Vous allez vous métamorphoser pour prendre mon apparence. Je sais que vous allez vouloir être à ma place. Voilà. Moi, j'ai jamais vu personnellement ce type de délire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont cette expérience. Voilà. Alors après, c'est ce que je vous disais. Pendant longtemps, nos confrères qui étaient au plan thérapeutique assez démunis ont dépensé une énergie énorme, que ce soit les neurologues ou les psychiatres à l'époque, les aliénistes, pour effectivement faire des descriptions syndromiques, une richesse extraordinaire. Pour lire ce que faisait Clérambault, voilà, c'était quand même des choses géniales qui, en clinique, en pratique, chez des gens âgés, n'ont rigoureusement aucun intérêt. Mais on est psychiatre, voilà, on n'est pas neurologue. Il y a cette richesse, cette poésie. Voilà, on est quand même on sait qu'on fait, la médecine est un art qui s'occupe de sciences inexactes, disait je ne sais plus qui. La psychiatrie en est l'expression ultime. C'est-à-dire, voilà, notre discipline est un art, on sait que c'est une science inexacte et nous avons l'avantage de le savoir. Ce qui est un peu moins le cas de certains de nos confrères somaticiens, c'est-à-dire nous savons que nous ne sommes pas dans la vérité forcément, ce qui nous oblige à une réflexion, ce qui nous oblige à amener des hypothèses, et donc à travailler sur ces hypothèses. Je vous rappelle qu'on fait quand même la seule discipline, on est capable de dire, moi je vois quelque chose, mais l'élève infirmière a vu un autre truc, et peut-être que c'est l'élève infirmière qui a raison. Essayez de faire ça dans un service de cardiologie ou de chirurgie orthopédique. Ça marche moins bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on est une discipline quand même où l'humilité est normalement censée nous guider parce qu'on sait qu'on est dans la subjectivité la plus totale. Par contre, on est dans une subjectivité poétique et le fait de pouvoir décrire des syndromes de Capgras, des syndromes de Frégoli, du délire du double subjectif, le syndrome d'intermétamorphose et de charme. Quelqu'un le connaissait celui-là? Il existe. Enfin, il existait. Voilà. Alors ça, c'est plusieurs personnes qui sont incarnées dans un même individu. C'est-à-dire Vincent Lapierre et toute la salle. Alors tout ça, après, pourquoi aussi ces descriptions sémiologiques ont disparu de notre clinique actuelle? Parce qu'elles n'ont pas de pertinence forcément, dans le sens où on est dans le registre de la neurologie. Ça, il ne faut pas le répéter. Tu pourras couper le passage quand tu feras le ça. Il ne faut pas laisser imaginer, il ne faut pas que les neurologues imaginent que la psychiatrie puisse leur appartenir d'une façon quelconque, alors que tout le monde sait que c'est l'inverse, c'est la neurologie qui appartient à la psychiatrie. Voilà. On n'est pas forcément les plus forts, mais en se débrouillant bien, on peut les... Tu couperas aussi. Voilà, parce qu'en fait, ça n'a pas forcément de pertinence au sens clinique. Ce sont des descriptions qui renvoient à des anomalies neurologiques ou qui renvoient effectivement. Alors, c'est jamais purement neurologique. Il est bien évidemment bien évident que l'histoire du sujet, sa personnalité, son environnement, le vécu immédiat, plus les troubles neurologiques vont créer un tableau délirant qui ressemblera absolument pas à celui du voisin. Et la difficulté qu'on aura d'ailleurs, nous, c'est de faire la part de ce qui est un délire au sens psychiatrique du terme, même si son origine est probablement neurologique, avec des fausses reconnaissances, par exemple, qui est l'inverse de tous ces délires type Capgras. C'est-à-dire, dans le délire de Capgras, on connaît quelqu'un, mais c'est pas lui. Dans la fausse reconnaissance, on ne connaît pas quelqu'un, mais c'est lui. C'est l'inverse. C'est-à-dire, on va donner une identité, une histoire, une connaissance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On retrouve la même chose avec les confabulations. Les confabulations, c'est un trouble de la mémoire, en fait. C'est un trouble, effectivement, de l'abord du réel, donc ce qui renvoie un peu au délire, mais c'est ce qu'on retrouve dans le Korsakoff. C'est-à-dire, j'ai un trou, je ne sais pas, donc je vais remplir ce trou. Ce qui fait que je vais créer une histoire qui va combler un vide dans mes souvenirs. Voilà. Ce qui explique quand vous avez un patient avec un Korsakoff qui va vous donner 5 versions différentes d'un même événement. Je me souviens d'une patiente qui avait une cicatrice
Et c'était presque un jeu d'ailleurs, on était à la limite, c'était pas forcément très éthique à la longue. On lui posait la question à chaque fois, pourquoi vous avez cette cicatrice? Et on avait une version différente à chaque fois. Et parfois complètement surréaliste. Ça allait de la chute de vélo à mon mari m'a frappé à un accident d'avion. Elle m'a expliqué qu'elle avait eu un accident d'avion, qu'elle s'en était sortie et qu'elle avait gardé une cicatrice. Là, on était plus près du tableau délirant psychiatrique que de la confabulation au sens purement neurologique du terme. Quand on bosse en EHPAD, est-ce que la dame qui attend à l'entrée que sa mère vienne la chercher, alors que la mère est morte depuis 20 ans, est-ce qu'on est dans le délire ou est-ce qu'on est dans le trouble amnésique? Surtout que si elle attend longtemps, les éléments de persécution vont venir se greffer par-dessus. Donc on est peut-être sur un trouble de mémoire qui va finalement se nourrir d'événements délirants par-dessus. Vérifiez toujours, j'ai vécu le cas il n'y a pas très longtemps d'une dame qui devait avoir 80 ans, qui m'a dit ma mère va venir me voir. Et sa mère, J'ai failli augmenter le traitement. Et quand la mère est arrivée, 98 ans, et qui était beaucoup plus en forme que sa fille, là pour le coup on a bien laissé sortir la bonne après, c'est oui, bah oui, oui, effectivement. Des fois, le délire et la réalité sont quand même très très proches. Il faut avoir une congruence de symptômes pour que ça rentre dans le champ de la psychiatrie. Donc, toutes ces agnosies d'identification autour du syndrome de Capgras sont effectivement des choses qu'on retrouve essentiellement chez les gens âgés. C'est beaucoup plus rare chez les adultes jeunes et c'est la plupart du temps inscrit dans le cadre d'un trouble neurocognitif. Alors, dans le cadre des troubles neurocognitifs, vous avez après toute la sémiologie délirante. Ça, par contre, je pense que ça a été abordé. Pardon? Oui, alors si je vous en a parlé, là, je ne reviendrai pas là-dessus, mais toutes les hallucinations, délires de persécution, que ce soit dans la maladie à corps de Lévy, qu'on devrait quasiment ranger dans le champ des maladies psychiatriques d'ailleurs, puisque l'expression des troubles est vraiment psychiatrique quasiment jusqu'au dernier moment. Et quand ça devient neurologique, c'est là qu'on met le Modopar, ce qui aggrave les troubles psychiatriques d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne le met plus, mais à l'époque, c'était le cas. Voilà, tous les troubles, les délires, hallucinations, syndrome de persécution, etc., qu'on retrouve dans le champ des troubles neurocognitifs, sont très aspécifiques aussi. Voilà. Alors, effectivement, à part dans le corps de Lévy, où les hallucinations sont plutôt visuelles, plutôt bien ciblées, bien systématisées, pour le reste, vous pouvez avoir tous les tableaux cliniques possibles, imaginables. Alors, on vous a parlé des schizophrénies tardives, des schizophrénies... Ça a été abordé, ça ou pas? Ok, bon, d'accord. Pareil, je ne reviendrai pas dessus. La PHC a été abordée. Alors, là, nous rentrons dans le champ de la psychiatrie avec toute sa richesse. Est-ce que la PHC existe ou pas? Je vais d'abord poser la question. Ça existait ou pas pour Bernard? Pas trop. Pas trop? Il contestait, ça je me souviens. Ah, respect. Non, je dis ça, c'est pas du tout de la moquerie. La psychose hallucinatoire chronique, c'est un peu comme le syndrome de glissement. On ne sait pas quoi en faire et en fait, si on part du principe que ça n'existe pas, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Parce que oui, la PHC, c'est... Alors, le problème, c'est que ça n'existe pas pour les psychiatres, mais ça existe pour les gériatres et pour les psychiatres adultes. C'est-à-dire que quand vous faites de la gérontopsie, la PHC, c'est soit une schizophrénie tardive ou une vraie schizophrénie d'ailleurs, simplement la personne a vécu sa vie dans un environnement suffisamment bien cadré et ritualisé pour que la schizophrénie ne se voit pas, ou en tout cas ne déborde pas. Donc c'est en vieillissant, bien évidemment, avec la fragilisation liée à l'âge, les symptômes vont apparaître tardivement. Hein, la personne a couru plus vite que sa schizophrénie toute sa vie, elle finit par la rattraper. Donc la sémiologie va ressembler effectivement à celle d'une schizophrénie. D'ailleurs, je vous rappelle que la PHC est une entité purement franco-française qui n'existe pas dans la classification internationale. Pour les autres, c'est soit de la dépression, ce qui, pour nous, la plupart du temps est le cas. Chaque fois qu'on nous dit, ah tiens, j'ai un patient là, il a une PHC, en gros, c'est soit dépression, soit il était schizophrène, et ça, s'était pas trop remarqué. Donc, j'insiste pas là-dessus, mais j'insiste sur le fait que, pour le coup, si l'inverse vous a pas été dit, j'en profite, deux psychiatres, deux fois le même avis, nous frisons avec le plaisir absolu, là, oubliez cette putain de PHC, ça sert à rien, ça encombre. Et c'est pareil, on va se polariser sur une sémiologie délirante, en faire une entité particulière qui finalement va nous empêcher d'accéder au vrai diagnostic et à une vraie thérapeutique. Il a une PHC, je le colle sur Risperdal.
Alors, si c'est une schizophrénie, ça peut aider, évidemment. Si c'est une dépression, ça ne va pas aider. Ça a marché. À partir d'une certaine dose de Risperdal, vous vous rappelez plus que vous êtes dépressif. Puis ça marche au moins sur l'anxiété. Sauf que la dépression continue à évoluer gentiment de façon sous-jacente jusqu'au jour où soit le patient va sauter par la fenêtre, soit effectivement il va vraiment avoir un tableau de dépression caractérisé qui va apparaître. Et comme entre les deux, il aura gentiment abîmé son cerveau, vous allez ramer pour réussir. On peut y arriver, mais vous allez ramer pour le sortir de ça. Donc ça, c'est le truc qu'on essaye d'apprendre aux gériatres. Enfin, je dis d'apprendre, c'est pas apprendre au sens vous ne le savez pas, on vous l'apprend. C'est de mettre en exergue le fait que délire chez une personne âgée qui n'est pas psychotique à la base, qui n'est pas schizophrène connue, c'est une dépression. C'est pas forcément ça, mais globalement, on est quand même plus près d'une réalité de jamais traiter un délire pour un délire. Traiter un délire pour le trouble de l'humeur potentiel qui se cache derrière. Voilà. C'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer. Après, il y a tout le cadre des délires qu'on retrouve chez la personne âgée. Et là, on retombe dans cette description sémiologique qui nous rapproche du sujet pour lequel je te remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir invité. De temps en temps, j'essaye d'être dans le sujet quand même, tu remarqueras. Oui. Je fais des progrès. Je m'améliore. Si tu découpes bien, tu arriveras à avoir une intervention de 10 minutes dans laquelle je parlerai de ce pourquoi je suis censé être là. C'est tous les délires non schizophréniques qu'on va retrouver classiquement chez les gens âgés. Il y en a une partie non négligeable qui sont ceux en rapport avec les désafférentations sensorielles. Alors, pareil, avec des expressions un peu surannées, mais qui ont leur charme. Bon, alors, le syndrome de Charles Bonnet, ça qui est extrêmement classique, qu'on voyait plus chez les ophtalmos au début d'ailleurs, à l'époque où on opérait les cataractes bilatérales, les deux en même temps, vous aviez systématiquement un syndrome de Charles Bonnet, c'est-à-dire des hallucinations visuelles plutôt simples, plutôt cool, critiqué par le sujet, on était plus dans l'hallucinose que l'hallucination au sens strict, et qui disparaissait quand on remettait de la lumière. Voilà. C'est une des raisons d'ailleurs, ça plus le risque infectieux, pour lesquels on n'opère plus les cataractes et deux yeux en même temps. Voilà, syndrome de Charles Bonnet qu'on trouve chez les gens qui ont une DMLA ou qui ont effectivement une baisse de l'acuité visuelle, voire une sémiologie hallucinatoire plutôt soft. Voilà, qui en général ne se traite pas, si ce n'est par le fait de supprimer la pénombre. Voilà. C'est de la... Alors, cela dit, je dis c'est bien vécu. Je vous rappelle que l'anxiété est quand même bien ancrée aussi avec la notion d'ombre. Et les patients qui ont un syndrome de Charles Bonnet avec l'angoisse qui monte, parce qu'effectivement, ils ont des hallucinations dans la pénombre, quelque chose quand même qu'on voit. Quand je dis que ça ne se traite pas, l'hallucination en elle-même ne se traite pas. Mais vous n'allez pas mettre du Risperdal à quelqu'un qui a un Charles Bonnet. Par contre, ce que vous allez faire, c'est effectivement l'apaiser, lui faire le travail va plus être psychothérapique et anxiolytique que ciblé sur le délire en lui-même. Mais j'insiste sur le fait que c'est soft parce qu'on a quand même, ça fait quand même partie de ces tableaux hallucinatoires qui ne génèrent pas forcément une souffrance énorme, si vous voulez, voilà, et puis qui sont critiqués. Donc quand le patient sait que ce qu'il vit, alors on a ça chez les patients psychotiques aussi, hein, un psychotique un peu professionnel est capable de discerner. C'est pareil, Henriette disait, si le délire envahit le champ de la conscience, effectivement, votre patient est déconnecté de la réalité. Mais si le délire n'envahit qu'une petite partie du champ de la conscience, le patient est tout à fait capable d'avoir une critique de son état délirant. Je me rappelle de ce patient qui avait une particularité, il discutait avec les prises de courant. C'est comme ça qu'on avait découvert son délire, d'ailleurs. Il était en arrêt devant une prise de courant un jour et l'infirmière s'est approchée en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Mais je l'écoute. » En fait, la prise de courant lui parlait. Et il appelait ça ses voix de folie. C'était très joli, pareil, on était dans un discours. Et le délire était suffisamment peu présent dans le champ de sa conscience pour qu'il soit capable de le discerner. Et je me rappelle à l'époque, il débarquait au CMP en disant « Voilà, là, mes voix de folie sont plus fortes que d'habitude. Je me suis permis d'augmenter le traitement. » Alors à l'époque, c'était de l'aldol, mais à l'époque, il n'y avait que ça. J'ai connu l'époque où il n'y avait pas les autres. Hein. Il n'y a que nous deux ici. Voilà. Mais bon, vous ne savez pas, vous, les petits jeunes, mais imaginez quand on avait que de l'aldol et de l'anafranil. Hein, on ne se marrait pas tous les jours. Alors qu'ils étaient tous calmes. Mais bon. Voilà. Puis c'est simplifié les ordos. Oui, alors ça existe encore aujourd'hui, mais ça ne devrait plus. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Et qui vient, il dit, je me suis permis d'augmenter mon aldol. Ah oui, voilà. Donc le patient de lui-même disait, voilà, je me suis permis d'augmenter l'aldol et je me dépêche de venir, en gros, pour vous cautionniez ce que je viens de faire. C'est le patient idéal. Si tous nos psychotiques étaient comme ça serait le bonheur sur Terre. Je veux dire, voilà. Mais bon, ils ne sont pas tous comme ça. Dommage. Donc,
Là, je vous parlais de... Charbonnet, moi je rajouterais dans le Ah oui. charbonnet, finalement, ce qui est important, finalement, c'est plus la famille qui inquiète que le Oui, patient, en fait. oui, Ce qu'il y a de- c'est de l'environnement. Alors, dans la même catégorie que le charbonnet, vous avez ce qu'on appelait la paranoïa des sourds. Alors, le charbonnet, c'était aussi, comment on disait, oui, c'était la paranoïa des ophtalmopathes. Donc, il y avait la paranoïa des ophtalmopathes, la paranoïa des sourds, qui est le même principe, mais avec la surdité, extrêmement fréquente chez les gens âgés, hein, les troubles auditifs, ou s'ils sont pas appareillés, ou si la pile n'est pas à jour, ce qui est aussi très classique, ou s'ils ont perdu l'appareil, ce qui est aussi très classique, bah, on comble le manque. Donc l'hallucination est là pour, effectivement, ou les acouphènes, d'ailleurs, qui sont une forme d'hallucination simple, sont là pour combler le trou. Voilà, donc c'est pareil, en général, l'intensité de la souffrance n'est pas énorme, mais c'est quelque chose qu'on décrit. Le syndrome d'Egbaum rentre un petit peu dans le même champ. Hein, on est aussi, là, c'est le délire d'infestation, hein, la croyance en une infestation parasitaire. Alors, par contre, le problème du syndrome d'Egbaum est totalement aspécifique. Le syndrome d'Egbaum, ça peut être n'importe quoi. Hein, c'est vraiment, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, ça peut effectivement être un rappel de la psychose. On le trouve dans le cadre des troubles cognitifs. Ça peut prendre sa source chez quelqu'un d'anxieux dans une vraie démangeaison qui va être effectivement interprétée ou hallucinée dans un deuxième temps. C'est-à-dire, dans le syndrome d'Egbaum, on peut passer de l'hallucination à l'interprétation et l'inverse. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a des bêtes sous ma peau, du coup je me gratte, du coup j'ai vraiment une lésion qui me démange à force de me gratter, et du coup j'entretiens le délire. Voilà. Donc on le voit autant en dermatologie qu'en psychiatrie, qu'en gériatrie. C'est quand même assez classique chez les gens âgés. Je ne sais pas si on en voit beaucoup chez les jeunes. Vous avez des expériences chez les gens jeunes? Oui, il y a des punaises de lit, ouais, ça peut. Pardon? J'ai pu faire attention aux punaises de lit qui peuvent vraiment indiquer et expliquer. Quelle est la différence entre l'erreur et le délire? Et entre la croyance et le délire? Vous savez, moi qui ai travaillé dans le Grand Ouest pendant longtemps, on ne voit pas trop ça dans les CHU parisiens, mais j'ai vécu dans des régions où la sorcellerie faisait partie des croyances. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en retournant en Bretagne, je redécouvre ça. Alors que pour mes 10 ans à Paris, je peux vous dire que voilà, on croyait qu'aux horaires des métros, c'est tout. Et, et effectivement, les patients ont une croyance. Je pense que mon voisin m'a envoyé un sort et que c'est pour ça que mon tracteur est en panne et que ma vache est morte, texto. Mais c'est une croyance. On n'est pas dans le registre du trouble psychiatrique. Alors, si ça génère une souffrance, on commence à rentrer à la marge de notre discipline. Mais c'est pas, on ne va pas le considérer comme un délire, mais comme une croyance. Et d'ailleurs, l'expérience que j'ai vécue plusieurs années, c'est que je travaillais, ce n'était pas non plus un travail régulier, mais on travaillait avec les magnétiseurs et on travaillait avec les exorcistes. C'est-à-dire l'exorciste du diocèse nous envoyait des patients en disant, écoutez, là, je pense qu'il faudrait plutôt aller voir le psychiatre, parce que honnêtement, là, moi, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et à l'inverse, nous, on envoyait des patients à l'exorciste, ça a dû m'arriver 2, 3 fois, parce qu'on était dans le registre de la croyance. Et comme il y avait une composante chrétienne ou judéo-chrétienne très marquée, du coup, c'était le technicien à l'évêché qui gérait ça. Et effectivement, c'était un travail de collaboration. Et même chose avec les magnétiseurs. On faisait leur supervision. C'était assez original. C'est-à-dire, ils voyaient des patients qui étaient tellement mal, tellement délirants, que eux, n'étant quand même pas des professionnels du soin, du coup, étaient impactés par la souffrance qu'ils avaient au quotidien, déprimaient, venaient nous voir, on traitait leur dépression, et quand ils allaient mieux, ils continuaient à venir. Alors, supervision, j'exagère un peu, mais en fait, ils nous expliquaient les situations qu'ils voyaient pour. C'était assez original. On aurait presque pu faire des groupes de parole, des magnétiseurs locaux. Alors moi, personnellement, j'y croyais absolument pas, mais comme mon fils faisait de l'eczéma et que tous mes collègues m'ont dit qu'il faut l'envoyer voir Madame Machin dans le village d'à côté, on a introduit les corticoïdes en même temps qu'il a été voir la magnétiseuse. Il a été mieux. Ma femme est persuadée que c'est la magnétiseuse. Moi, je sais que ce sont les corticoïdes. L'honneur est sauf. Mais c'est pour vous dire, si je dis tout ça, c'est parce que, voilà, on est avec, alors en l'occurrence, c'est un gamin, mais là, on vit avec des gens âgés où le délire, la croyance, l'interprétation, l'erreur, la culture jouent énormément. Voilà. Donc, à quel moment il faut effectivement mettre le risperdal, à quel moment il faut aider la personne à vivre son hallucination tranquillement, etc. Après, là, on était dans le champ des troubles des afférentations sensorielles. Après, on a toutes les délires tardifs, je terminerai là-dessus,
Alors, les paranoïas tardives, hein, des patients qui... Alors, ça, faut être clair, les patients avaient déjà un passif. Les gens qui ont une personnalité un peu sensitive, une certaine psychorigidité, qui peut les aider à faire carrière, hein. Je passé 10 ans dans un CHU parisien. Les bipolaires en mode up en permanence et les sensitifs font carrière. Pour être PUPH, il n'y a pas que le HDR et le dossier. Il y a aussi certaines considérations, des fois, de personnalité qui aident. Je suis à la retraite, je ne crains plus rien. Je peux me lâcher. Voilà. On en voit moins en province. Pour le coup. Donc, on peut faire carrière avec effectivement une personnalité pathologique. Par contre, on vieillit moins bien. Parce que le problème, c'est que bien vieillir, c'est s'adapter. Et quand vous êtes très sensitif ou très psychorigide, l'adaptabilité, c'est pas votre truc en général. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils décrochent pas. Trop dangereux. Voilà. Et je vise personne, hein. Mais chacun dans sa tête fait référence à ceux qu'il a connus. Voilà. Il n'y a pas que les PUPH, ça marche dans tous les métiers, hein. Voilà. Toujours est-il que voilà, la paranoïa tardive va être nourrie par une sensitivité précoce. Donc effectivement, les gens qui vont se mettre à vivre, en général avec un espèce de jeunisme, hein, ils s'accrochent à c'était mieux avant et vont effectivement développer un délire de persécution. Alors il y a quelques caractéristiques particulières. Le délire de relation des sensitifs, qui n'est pas spécifique aux gens âgés, mais qu'on trouve plus facilement chez les gens âgés, on trouve plutôt chez les Iliens. Pareil, moi je fais référence à ma vie bretonne. Mais j'ai une collègue brestoise qui faisait la psychiatrie de liaison dans les îles. Il y a pire aussi, hein, faire de l'équipe mobile en prenant le métro ou faire de l'équipe mobile en prenant le bateau pour aller à Ouessant. Pas tout à fait pareil, hein. On ne la ramène pas les Parisiens, hein. Et qui m'expliquait qu'elle avait un nombre de patients parano tardifs, Kretschmer, folie à deux, énorme. Parce que bon, on est dans un contexte d'isolement, de vieilles femmes seules à la maison. C'est celle qui soulève son rideau pour voir qui passe dans la rue, sachant que quand vous habitez sur une île, ça, vous n'avez pas le droit d'avoir une vie extra-conjugale, hein. Tout est surveillé, tout est hyper sous contrôle. Et effectivement, voilà, les gens qui sont un peu sensitifs à la base vont développer délire souvent de persécution, vont s'enfermer avec ça. Alors, le délire de relation de Kretschmer, c'est à partir d'un événement réel, d'un échec, on va nourrir effectivement un vécu persécutif qui ne vous empêche pas de mener une vie normale, mais avec un repli sur soi. Effectivement, vous êtes derrière votre rideau à guetter le voisin et à vous demander ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'on a un public de gériatres, je pense, qui est pas mal en ligne, ce que c'est que être sensitif? Ah, pardon, Ça oui. leur parle pas du tout. Oui, c'est vrai que j'ai le réflexe de parler des psychiatres. Alors, la sensitivité, quand on parle de paranoïa, la paranoïa, à la base, c'est une personnalité où on a une certaine hypertrophie, ce qu'on appelle une hypertrophie du moi, une certaine estime de soi un peu exagérée. On a une tendance naturelle au fait d'être méfiant, interprétatif, un peu sur la défensive. Il y a une certaine psychorigidité qui s'accompagne de ça. Et bon, jusque-là, ça pose pas de problème majeur. Le souci, c'est que si on est en état de mis en difficulté, en échec ou en souffrance, c'est quelque chose qui est insupportable et ça peut effectivement rigidifier encore plus et amener au délire. Et dans ce cas-là, on est face à un délire de persécution. Quand on dit délire, quand on dit persécution, on pense toujours paranoïa. En fait, c'est pas vrai. Le délire de persécution est le délire le plus classique. On le trouve dans la schizophrénie, dans l'Alzheimer, dans la dépression, partout. Mais c'est vrai que c'est le noyau du délire paranoïaque. Et en fait, ce qu'on appelle dans la paranoïa, on va distinguer deux choses. Donc c'est pareil, ça c'est une classification ancienne. Les jeunes psychiatres même connaissent pas trop en général. Mais avant, on dissociait ce qu'on appelait les paranoïaques de combat. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'expression. La paranoïa de combat qui était... le paranoïaque de combat, c'est celui qui vous rentre dedans et qui vous engueule parce que vous vous êtes mis devant sa voiture. Voilà, c'est-à-dire, il a raison quoi qu'il arrive. On les trouve beaucoup en politique, donc plus marqués dans certains partis. C'est-à-dire, ils ont raison, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, il y a une espèce d'hypertrophie du moi. Le terme, en l'occurrence, est analytique, mais dit bien ce qu'il veut dire. Et la personne est potentiellement violente. Voilà. Profil de carrière, on les trouve. J'ai rien contre les militaires, enfin pas officiellement quand je suis filmé. Enfin, on les trouve beaucoup. Si vous regardez les films sur le Vietnam américain, le sous-officier de carrière, instructeur dans un camp, il a un petit côté par un autre combat. Voilà. Le sensitif, c'est aussi un paranoïaque, mais qui ne va pas être dans cette dynamique combative, qui va plutôt être dans la position de victime. Je suis persécuté, mais je ne vais pas aller frapper la personne qui me persécute, je vais plutôt me renfermer.
Il me veut du mal, je sais qu'il me veut du mal, mais voilà. Alors après, la sensitivité, c'est très proche de l'obsessionnalité quelque part. Hein, les personnalités psychorigides, un très grand obsessionnel ou un très petit paranoïaque, ça fonctionne à peu près sur le même modèle. Des fois, ça se mélange. Mais le sensitif, c'est quelqu'un effectivement qui va pas vous agresser, qui va s'agresser lui potentiellement d'ailleurs. Il y a un risque suicidaire non négligeable s'il y a une dépression qui s'installe. Mais c'est quelqu'un qui est sur la défensive, qui est méfiant, qui est vite persécuté, mais qui va se renfermer sur lui-même. C'est vraiment le rideau, c'est celui qui est derrière son rideau. Le paranoïaque de combat, il sort de chez lui, il vous tape dessus. Il vous tape pas forcément, mais il est voilà, dans une dynamique. Donc, c'est des termes, le terme parano de combat, on l'emploie plus. Enfin, moi, la dernière fois que je l'ai entendu, j'étais interne. Hein. Mais ça dissocie un peu les profils. Et du coup, vous parlez de Kretschmer, le délire sensitif de Kretschmer, c'est ça? Alors, en fait, le délire de relation des sensitifs, c'est quelqu'un qui, effectivement, a cette personnalité sensitive, un peu défensive, un peu méfiante, un peu sûr de lui, mais qui ne va pas se mettre en danger par rapport aux autres, et qui, parce qu'il vit une expérience difficile, un échec, un rejet, va développer un délire persécutif là-dessus, qui va être ciblé potentiellement sur un persécuteur ou plusieurs, et qui va vivre avec ça. Voilà. Mais qui peut vivre quasiment normalement. Voilà. C'est Carmen Cru, pour ceux qui aiment la bande dessinée. Voilà, c'est un peu ça. Dans le même registre, vous avez la folie à deux, le délire partagé, qui normalement, alors là c'est un délire qui est partagé, alors pareil, hein, mode sensitif, mode persécuté, vécu par deux personnes qui partagent le délire, en général une étant plus âgée que l'autre, c'est pour ça qu'on le range dans les délires de la gérontopsychiatrie, mais qu'on peut trouver. Les sœurs Papin, par exemple, pour ceux qui connaissent l'histoire, sont deux sœurs avec une petite différence d'âge, mais pas énorme, qui partageaient un délire. Il y en a une qui était authentiquement pathologique, l'autre était un petit peu faible d'esprit, et en fait, la plus jeune partageait le délire de sa sœur aînée. Voilà. C'est une histoire qui avait fait, dans les années 30, dans la ville du Mans, avait fait. Voilà, c'était l'événement judiciaire local. C'est un peu resté dans les annales parce que ça a été illustré par Lacan après, voilà, qui a écrit là-dessus. Mais pareil, Lacan, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc le fait de partager le délire avec quelqu'un est aussi quelque chose qu'on trouve plus spécifiquement chez les personnes âgées, parce que souvent, quand il y a un délire à deux, il y a une personne plus âgée que l'autre qui partage son délire avec l'autre et l'autre adhère au délire. Après, ça se trouve aussi dans des couples. Hein, moi, je l'ai vu dans des situations où il y a une personne qui délire et l'environnement familial adhère au délire. Des fois, pour pas contrarier la personne délirante, mais ils finissent par y croire. Et des fois, ils sont même, ça nous met nous dans le doute parce qu'on finit par se demander si est-ce qu'ils délirent ou pas. On est persécuté par le voisin. Des fois, quand on connaît le voisin, c'est la phrase de Desproges. C'est pas parce que je suis pas paranoïaque que je suis pas vraiment persécuté. Voilà, pas de Coriche. Donc, voilà, donc tous ces délires de relations désensitives, folie à deux, délires partagés, voilà, sont toute une gamme de paranoïa tardive. Un autre type de délire qu'on trouve chez les gens âgés, moi j'en ai vu qu'un dans ma vie professionnelle, la paraphrénie tardive. La paraphrénie, c'est un mode délirant, un peu cosmique, un peu grandiloquent, qui est caractérisé par le fait que la personne délirante a une vie normale. C'est un peu comme les paranos, ça rentre dans le même champ nosographique, mais je suis fou comme un lapin, mais ça se voit pas. Et on a eu un cas comme ça à Charlevoix, qui maintenant est à la Queue-en-Brie. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Queue-en-Brie, voilà. Et c'était un patient, c'était sidérant, adorable, hein, charmant, qui avait une planète à lui et qui vivait dans le cosmos, donc sur sa planète. Et de temps en temps, je me rappelle quand on le voyait pendant la visite, c'était assez marrant parce qu'on disait, Monsieur Machin, là, vous n'êtes pas dans votre monde à vous, vous êtes avec nous. Vous êtes à l'hôpital, à Charlevoix, avec les médecins. Ouh, revenez là. Ouais, je ne faisais pas comme ça, mais c'était genre, revenez avec nous. Et effectivement, il réaccrochait dans le réel. On discutait normalement, il nous parlait de sa planète, du cosmos, etc. On lui disait quand je dis que le délire appartient aux patients, c'est un peu le discours qu'on a nous dans ces cas-là avec les patients. C'est écoutez, ça vous appartient, c'est votre croyance. Nous, on ne la partage pas parce qu'on pense que c'est votre anxiété qui crée ça, mais c'est à vous, je vous laisse avec ça. Si ça vous fait du bien de croire ça, pourquoi pas, tant que vous emmerdez personne. Parce que des fois, c'est gênant, c'est quand la personne profite de son délire
Vouloir convaincre les autres, c'est plus embêtant. Mais si le délire lui appartient et qu'il ne bouge pas, on lui fiche la paix avec ça. Voilà. Donc c'est paraphrénie tardive, j'en ai vu qu'une, mais quand il parlait de sa planète et du cosmos, on était au cinéma. C'était hollywoodien. C'était surréaliste. Je ne sais pas si tu l'as connu, il était peut-être déjà là quand je parle à la chanteuse. Non, ça Ça te dit rien? Non. Non. Il était depuis longtemps à Charlevoix quand je l'ai connu. Et il a été orienté à la Curie après, mais c'était un patient adorable, charmant. Mais quand il parlait de son délire, oui, c'était la guerre des étoiles. Hein. C'était vraiment on s'y croyait. Il y a même la musique dans le fond. Vous voyez, on s'attendait à voir les Star Troopers débarquer. Voilà. Un autre champ délirant important chez les gens âgés, l'hypocondrie. Voilà. Alors l'hypocondrie, c'est pareil. La différence entre l'obsession, la crainte et le délire est très ténue. J'y pense que j'ai vu une patiente comme ça il y a quelques jours, là, qui était assez âgée, effectivement, qui a une hypocondrie, enfin un trouble anxieux, avec très hypocondriaque. Et là, elle a arrêté son traitement. En même temps, il y a eu des soucis familiaux. Et elle est arrivée complètement délirante. Avec je sais que j'ai un cancer, vous voulez pas me le dire, etc. Voilà. Alors que jusque-là, c'était j'ai peur d'avoir un cancer avec une multiplication des examens et tout. Donc quelque chose d'extrêmement fréquent chez les gens âgés, notamment dans les délires, dans la dépression. Hein, l'hypocondrie prend une place dans la dépression du sujet âgé, souvent très importante, comme les somatisations. Hein. On sait que l'utilisation du corps comme mode d'expression de sa souffrance, qui existe à tous les âges et dans tous les troubles anxieux, est particulièrement plus marquée chez les gens âgés. C'est une forme clinique de la dépression. On sait que le souci de la dépression chez la personne âgée, c'est que le tableau de dépression est présent, mais très souvent masqué par une sémiologie particulière, dont somatique, hypocondriaque, délirante, on va en reparler après. Donc l'hypocondrie est aussi quelque chose d'extrêmement présent. Un autre type de délire qu'on trouve chez les gens âgés, dans le même registre, c'est le compagnon tardif. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Le compagnon tardif, c'est une espèce d'hallucination rassurante. Je discute, c'est un peu, je ne sais plus comment s'appelait ce film avec, qui illustre la schizophrénie à chaque fois, un homme d'exception. Voilà. Vous avez votre compagnon tardif, vous vivez avec lui, vous lui parlez, il vous répond, sauf qu'il n'y a personne sur la chaise. Voilà. Et ça rentre un peu dans le champ des hallucinations dont on parlait tout à l'heure, qui rassure la personne. Mais là, ce n'est pas l'hallucination du mari décédé, c'est une personne différente qui va être présente. Et en général, ça ne génère pas d'anxiété, ça génère plutôt au contraire quelque chose de positif. Et puis je terminerai, il faut bien que je termine, avec effectivement deux cadres nosographiques particuliers pour les délires. Alors il y en a qui s'appelle comment, je ne me rappelle jamais le nom exact. Psychose aiguë réactionnelle, syndrome psychotique aigu réactionnel qu'on a à tous les âges. Mais si vous avez 20 ans, pour faire un état, enfin une psychose aiguë réactionnelle, il vous faut un stimulus béton. Prise d'otage, accident d'avion, voilà. Il faut qu'il y ait un motif, faut friser le PTSD, il faut que votre vie soit en danger, etc. Et effectivement, on sait que face à un stress majeur, tout le monde, chaque bon névrosé peut effectivement déconnecter. Il y a eu des exemples au Bataclan de gens qui ont fait des bouffées délirantes aiguës, qui ont eu la chance de survivre, c'est comme ça qu'on l'a su après. Chez quelqu'un d'âgé, c'est banal. Il n'y a pas besoin d'un stress majeur, il n'y a pas besoin d'un stimulus énorme. Le fait simplement de vivre un stress peut suffire à déclencher une réaction effectivement psychotique délirante. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre de délire du déni du décès, mais vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelque chose d'aussi marqué. On peut facilement psychoter si effectivement on est stressé en étant âgé, et le problème est toujours le même. En fait, ça renvoie à de l'angoisse, ça renvoie à un trouble de l'émotivité, mais ça peut être interprété comme quelque chose de psychotique au sens structurel, et on peut se retrouver à se traiter une schizophrénie chez quelqu'un qui avait en fait un trouble anxieux. Voilà. Et puis je terminerai sur le truc à retenir, délire chez quelqu'un d'âgé égale dépression. C'est-à-dire, dans les troubles de l'humeur, un sujet jeune qui a un trouble de l'humeur, qui a une dépression, un état dépressif caractérisé chez quelqu'un de 20 ans, je crois que les symptômes psychotiques, c'est 5 à 10%. Chez quelqu'un d'âgé, c'est à mon avis 80%. J'exagère peut-être un peu, parce que j'ai un biais de recrutement. Par définition, on ne voyait pas les plus fringants. Mais voilà, pour qu'ils arrivent jusqu'à nous, il faut quand même passer quelques étapes. Les trois quarts sont quand même gérés au niveau de la médecine de ville. Voilà. Et en fait, voilà, le problème, c'est quelqu'un d'âgé
qui fait une dépression est très facilement délirant, mais il faut distinguer le délire comme symptôme de la dépression, les thèmes persécutifs, hein, souvent qu'on retrouve d'ailleurs dans des formes cliniques particulières, sur les formes hostiles, hein, l'agressivité qui va avec ce délire, les formes purement délirantes, où on a un tableau délirant, aigu ou un petit peu chronique si ça dure depuis un moment, mais qui en fait est le pur reflet d'une dépression. Et la question à poser, c'est est-ce que vous étiez déjà délirant avant? Il faut la poser à l'entourage plus qu'à la personne. Mais voilà, est-ce que vous étiez déjà schizophrène professionnel avant de venir ou pas? Si vous l'étiez, on peut mettre le délire dans le champ de la psychose, mais ça n'empêche pas qu'il faut rechercher le trouble de l'humeur qui peut accompagner. Euh, et à l'inverse, s'il n'y avait pas effectivement de symptômes psychotiques connus avant, on peut considérer sans se tromper que délire égale dépression. Et ça, c'est le truc qu'on essaye d'inculquer au maximum au monde gériatrique et au monde de la psychiatrie adulte, à nos jeunes confrères de la génération Z, que j'aime bien par ailleurs. Euh, une personne âgée qui délire, si elle n'a pas une psychose avant, c'est quelqu'un qui est en train de faire un trouble de l'humeur. Et vous ne prenez pas de risque à traiter un trouble de l'humeur, à traiter l'anxiété, à traiter la dépression, que si vous prenez le risque de traiter uniquement le symptôme délirant, d'abord vous passerez à côté du diagnostic et puis vous aggraverez la situation à terme. Voilà. Je terminerai là-dessus parce que je crois que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on n'oublie jamais. Quand on fait de la gérontopsychiatrie, on a tous les troubles psychiques de la personne âgée. La plupart du temps, ils étaient là avant. On ne commence pas sa carrière psychiatrique à 80 ans. En général, on a couru plus vite que ces symptômes toute sa vie, mais c'est l'effacement de la vie sociale, de la vie familiale, le fait de ralentir, de courir moins vite qui fait que tout ce que vous aviez de fragilité va vous rattraper après ou va vous impacter. Donc voilà, tous les troubles psychiatriques qu'on peut avoir chez l'âgé, effectivement, étaient souvent préexistants, à bas bruit. Par contre, le truc qui va poser problème, c'est le trouble de l'humeur. Vous pouvez être paranoïaque. Tant que vous avez votre petite sensitivité, vous vivez peut-être isolé, peut-être un peu à cran, mais vous vivez. Si vous faites une dépression, c'est là que c'est catastrophique. Vous pouvez être une nature anxieuse. Si vous faites une dépression, c'est là que c'est catastrophique. Vous pouvez être un peu dysthymique, avoir un tempérament un peu pessimiste. Si vous faites une dépression, c'est là que ça va devenir catastrophique. Et donc, c'est la dépression qui est vraiment, quand on fait de la gérontopsychiatrie, j'allais dire, il faut d'abord traiter l'anxiété, d'abord traiter la dépression. Le reste, ça vient, ça coule de source après. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut rechercher. Je vis ça actuellement, que j'en fais du CMP avec des collègues psy adultes, et ça ne concerne pas que des gens âgés. Bon, vous savez que l'hystérie n'existe plus, mais qu'aujourd'hui, les trois quarts de nos patients sont borderline, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, mais qu'ils soient borderline n'est pas le problème majeur. Ça génère une instabilité, ça génère une vie sociale pas toujours simple, mais c'est quand il y a de la dépression qui vient se greffer dessus que ça pose problème. De la même façon que chez un paranoïaque, c'est quand il y a de la dépression que ça pose problème. Donc systématiquement, c'est une vision qui n'est pas forcément partagée par tous, mais c'est le trouble de l'humeur qui va être le facteur vraiment de décompensation de tout ce qu'il peut y avoir autour comme souffrance psychique. Et donc, si on met l'énergie pour identifier, traiter les pathologies dépressives et les troubles de l'humeur chez les gens, chez tout le monde, mais a fortiori chez les gens âgés, c'est là qu'on fera notre taf. C'est là qu'on aura cette spécificité, c'est là qu'on aura notre plus-value, voilà, qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres. Si on fait de la psychiatrie de la personne âgée, on fait de la psychiatrie du trouble de l'humeur. Ça ne veut pas dire que le reste n'existe pas, mais ça veut dire que c'est ça qui doit vraiment être, à mon avis, hein, je suis à la retraite, je ne prends plus de risques, mais c'est ça qui doit vraiment être le centre de nos préoccupations. Je vous remercie pour votre attention et la parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais rappeler donc, aux collègues qui sont connectés que je fais l'interface, le monsieur Loyal, si vous posez vos questions. Il y a plusieurs. Je suis plusieurs dans ma tête, hein, tu en as parlé. Je vous le dis à vous, vous ne savez pas, au début le son ne marchait pas. Donc mes excuses là aussi pour vous qui êtes chez vous et qui n'avez pas entendu la brillante introduction par Stéphanie Malvoisin. A priori elle est enregistrée, mais je ne sais pas si le son de l'enregistrement fonctionnera, donc on verra. Mais ce sera la surprise. Donc, on a déjà des remerciements, présentation très intéressante. Un jeune psychologue débutant en EHPAD demande si tu as des livres à conseiller pour continuer à se former.
Shahrazad. Oui, Charazak, oui. Shahrazad, déjà, introduction aux soins gérontopsychiatriques, c'est pas mal, hein. Et puis, je sais pas, dans la salle aussi, hein, je pense, mettons en commun. Le, le livre à avoir, qu'on soit psychiatre ou psychologue ou soignant, c'est le Triboulet. Ouais. À l'heure actuelle, l'ouvrage de sémiologie psychiatrique aussi, le plus. Alors, qui n'est pas spécifique gérontopsychiatrique, mais qui détaille vraiment tout ça. Ouais. Triboulet. Ouais. Un livre excellent, précis de sémiologie psychiatrique. Un petit bouquin blanc. Donc, précis de sémiologie psychiatrique, il y a la psychiatrie du sujet âgé, hein, la somme coordonnée par Léger. Oui, avec la deuxième édition qui est sortie il n'y a pas longtemps. La troisième même. La troisième. Troisième qui vient de sortir, je crois, ouais. Ouais. Et qui est pas mal du tout. Il y avait le Goès aussi. Après, il y a des revues. Le Goès, c'est sur un versant plutôt psychanalytique, mais il y a des... Alors en même temps, il y a le Goès, un qui est génial, c'est le principe de plaisir et personnes âgées chez Dulbo, Bah, il n'y a pas un... ouais. qui reprend la psychopathologie du vieillissement, justement en abordant cette notion de plaisir et donc de trouble affectif, qui est extraordinaire. Je ne sais pas s'il est réédité. Il n'est pas réédité. Je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, il était en rupture. Ouais. On le trouvait que d'occasion. Quand il y en avait trois, il Ouais. était à des prix. C'est vrai que tu vois qu'on est des vieux, le Shahrazad, pareil. Hein, Ça va, j'ai prêté. C'est un truc que tu trouves plus en bibliothèque. Ouais, c'est ça, c'est des- ouais. On voit qu'on est vieux. À faire des recos, des trucs qui sont plus en vente. Il était écrit sur parchemin. C'est ça. J'ai encore d'autres. À la plume. À la maison. Ça fait. Alors, Fabienne, trouble de l'humeur chez le sujet âgé, traitement médicamenteux, question de psychothérapie. Merci pour votre clarté et franchise dans les propos. On n'en attendait pas moins de Christophe. Le concept de base, c'est qu'on traite une dépression ou un trouble de l'humeur, quel qu'il soit, chez une personne âgée qui est un adulte, comme chez un adulte, et au même posologie que chez l'adulte. C'est ça la grande erreur aussi du monde gériatrique, c'est qu'il est vieux, donc on sous-dose. Le concept, c'est le fameux concept pharmacologique. Oui, oui, mais le concept... Alors, je veux bien sortir une de psychiatrie du sujet. Nous avons pas, bon, moi, je suis infirmière, donc je ne traite pas, mais ils nous disent bien, vous traitez et vous commencez par oui, Alors, l'antidosage. Alors, je termine ma phrase. Il y a 4 critères. Commencer bas. La classe, c'est de le dire en anglais. Je ne me rappelle jamais des mots. Stop, voilà, là, c'est- Commencer bas. Monter doucement. Monter haut. La troisième phrase qu'on oublie. Et réévaluer. Voilà. Et le problème chez les gens âgés, c'est effectivement ça. Il faut effectivement commencer bas. Si vous commencez trop fort, surtout qu'ils sont en général polymédiqués. Donc, vous avez intérêt à y aller mollo pour vous faufiler entre l'antidiabétique et l'antihypertenseur. Il faut monter progressivement, effectivement. Par contre, il faut monter haut. Pour les médecins, la valaflaxine chez quelqu'un d'âgé qu'il faut éviter parce que ça donne des hypertensions, c'est 225 mg. La sertraline, c'est 150. Mais c'est faux. Faut pas y aller. L'amioncérine qu'on devrait plus utiliser, ça serait 90. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise plus. Voilà. La mirtazapine, c'est 45. Faut vraiment être aux posologies de l'adulte. Moi, je passe plus de temps à juste simplement monter les traitements qu'à en mettre des nouveaux. Hein. Et il faut réévaluer parce qu'effectivement, la tolérance n'est pas forcément bonne. Voilà. Donc, souvent, on est obligé de changer, de varier. Mais... Pourquoi ne plus utiliser l'amioncérine? L'amioncérine. Vaste débat. L'amioncérine, il y a un piège. C'est qu'il y a 40 ans, désolé, c'est le boomer qui parle, en fait, on avait les tricycliques et l'amioncérine. Oui, je sais. Ah, ça va. Donc, je te parle. Si mes enfants m'entendaient, qui sont Z à fond. Puis si j'avais leur âge, je penserais pareil, hein, je te rassure. De quoi on parlait? Mioncérine. Ouais. À l'époque, tu traitais une personne âgée, c'était soit tricyclique, soit mioncérine, en gros. Caricaturé, il y en avait d'autres, mais ils n'existent plus. Or, les tricycliques chez les gens âgés, ça pour le coup, c'était strictly forbidden, on créait des embêtements. Ils étaient guéris de leur dépression, mais on ne s'en apercevait pas parce qu'ils tombaient, ils dormaient, voilà. Donc, du coup, on utilisait la mioncérine, mais qui était une source d'embêtement aussi, mais moindre.
Depuis qu'on a les IRS, les ISRA, etc., N, etc., on a des molécules antidépressives efficaces qui n'ont pas d'effets secondaires majeurs chez les gens âgés. Et du coup, c'est la myocérine maintenant qui est celui qui potentiellement pose problème, notamment au niveau cardiaque, chose qui donne des agranulocytoses, qui donne des confusions, etc. Alors là où c'est piégeant, c'est que justement, la plupart des gens qui l'utilisent utilisent à petite dose. Donc, je le fais aussi, la myocérine à 10 mg, ça aide à dormir, c'est anxiolytique, voilà. Par contre, si tu veux l'utiliser comme antidépresseur, c'est entre 60 et 90. Et mettre quelqu'un de 80 ans sous myocérine à 90 mg, si tu l'aimes pas, pourquoi pas? Bientôt, ça sera peut-être dans les listings euthanasie, on ne sait jamais. Mais officiellement, voilà, c'est quand même très casse-gueule. Pareil pour le Norset. Non, justement. Non, Alors, en fait, on fait des switches myocérine Norset. Voilà. Parce que c'est la même famille. Thiapridal, Alors, Thiapridal, moi, je l'utilise, sauf que le problème du Thiapridal, c'est que ça marche moyen. Ça marche si c'est soft, voilà. Donc, en général, tu es obligé de revenir au benzo, ce qui est mal. Et sauf qu'à un moment donné, c'est aussi le côté pragmatique de la psychiatrie. En ville, tu n'utilises pas de benzo, parce que, enfin, tu utilises, mais tu peux y aller soft. Quand tu es avec des gens qui ont des états anxieux énormes, c'est quand même le seul truc qui marche, c'est le Seresta, voilà. Donc, c'est mal, mais tu le fais quand même. Mais parce que là, t'as pas tellement d'alternatives, parce que les phénothiazines sont quand même beaucoup plus... le Loxapac, le Tertian, ça n'est quand même pas de bonne humeur. Et puis le Thiapridal, qui est un peu l'intermédiaire, c'est ce que j'utilise en première intention. Une fois sur deux, tu es obligé de passer à autre chose que ça passe. Par contre, quand ça marche, c'est un bon intermédiaire. Avant, on avait les Quanil, qu'on utilisait énormément chez les gens âgés. En fait, les gens qui faisaient de la gérontopsie ont beaucoup regretté sa disparition, parce que c'était un bon équilibre. Je trouve qu'il était bien toléré. Et on était nombreux à trouver ça. Moi, j'ai envie de rajouter que le traitement de la dépression, il ne se résume pas à mettre un antidépresseur. Ah non, non, oui, bien sûr. Il faut vraiment il faut rappeler aussi au monde somaticien, où il y a aussi tout le soin relationnel, psychothérapeutique, social. De toute façon, moi, c'est ce que j'explique à mes patients. Je dis, moi, le principe, c'est l'antidépresseur, c'est le carburant. Je vous donne les moyens de retrouver l'énergie pour faire face à vos difficultés. Après, on les accompagne par rapport à ça. Et dans un deuxième temps, en fait, ce qu'on explique, c'est, premier temps, c'est un temps médical. Votre cerveau est au ralenti, sous l'influence des hormones de stress, tout fonctionne à 2 à l'heure. On relance la mécanique, on relance les processus de réparation, de neurogénèse, neuroplasticité. On relance le fonctionnement, mais après, il faut accompagner la démarche. Et après, le travail psychothérapique va être une façon d'apprendre à gérer pour ne pas être dans la rechute ou la récidive. Faire une psychothérapie psychodynamique à quelqu'un qui est en pleine dépression, vous appuyez là où ça fait mal, il a encore plus mal. Au pire, il y a quelques techniques TCC qui peuvent aider au départ. Mais la gestion initiale, c'est vraiment une gestion médicale. Et dans un deuxième temps, c'est une gestion psy. C'est ce qui est frustrant à l'hôpital. À l'hôpital, on ne fait pas de psychiatrie, on fait de la médecine. Et après, une fois que les gens sont sortis, qu'on les accompagne en consultation, en suivi, là, le travail psychothérapique se met en place. Un peu de psychothérapie à l'hôpital quand même. C'est du soutien, c'est pas, voilà, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans une dynamique de changement. J'envoie les références sur le chat à tout le monde. Ouais. C'est ça la vie moderne, tu vois. Moi, je suis génération Z prime. C'est magique, ça marche comment? C'est les internets. J'avais pas ça en Bretagne. Ah non, non, mais par contre, les corbeaux marchent bien. Winter is coming, là, c'est... Ouais, mais sur la psychothérapie, ouais, moi je me tâte de proposer ça comme fil rouge l'année prochaine. Là, il y a de quoi faire. Mais c'est un bon fil rouge. Moi, je vois mes collègues qui font ouais. Voilà. Si quelqu'un est contre, dites-le. Dites-le maintenant que je ne vois jamais. On a l'été pour vous concocter un petit programme comme cette année. Hein, qui est comme option. Tout à fait. Oui, si vous avez des propositions d'ailleurs, hein, des thèmes, des intervenants aussi, des gens que vous aimeriez vraiment. Je rappelle que c'est comme ça qu'on a commencé ce séminaire. C'est des gens qu'on avait envie d'entendre parler et de faire venir. Donc, et je rappelle d'ailleurs que il y a certaines interventions, même anciennes, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, à laquelle je travaille hardiment. J'ai
3 séminaires de retard maintenant à mettre en ligne, mais ça vient, ne vous impatientez pas. Ça va être le son. Avec du son, pas avec le son, mais avec du son et des images. Voilà. Parce qu'en fait, c'est doublé après. C'est C'est une post-synchronisation. Tu vas avoir des surprises. Hein. Tu changes le texte, oui. Tu l'as dit, moi je suis à la retraite, je prends plus aucun risque. Bah alors là, je suis déçu. Hein. D'ailleurs, un commentaire d'une MPSA, je suppose, de la région parisienne qui dit c'était extrêmement intéressant. Les EHPAD de la région parisienne ont aussi tellement besoin de vous. Ah, pourtant, maintenant, ils sont tous en équipe mobile. Vous devriez voir du monde. Elles font pas trop. Oui, alors les équipes mobiles. Par exemple, des psychiatres, ouais, C'est fou, hein. C'est marrant. Tous les psychiatres ont déserté l'hôpital, j'en ai fait les frais, pour aller en équipe mobile. Donc, moi, dans ma... C'est pas chez nous, alors 93 et chez nous. Alors, ils ont pas... À 93, vous aviez failli avoir, il y a eu un peu. Vous parlez du docteur Colère? Ouais, Oui, en fait, il est revenu à oui, je sais. Il m'a remplacé, il a pris ma... Bah oui. Bon, une fois qu'il y en a un qui revient, Alors, tous les autres sont partis. Mais le service, quand je suis parti il y a presque un an, il n'y avait plus de praticiens dans l'unité. Un CHU parisien, vous aviez un service de psychiatrie de la personne âgée, sans psychiatre. Ça va qu'on avait un généraliste qui tenait la route et que les collègues du service adulte de la Pitié ont fait le remplacement. Et c'était surréaliste. Et tous ceux qui étaient pressentis pour rester ou pour venir sont partis en équipe mobile. Donc, moi, dans mon fantasme, tout le monde est en équipe mobile. Mais où sont-ils? c'est pas interdit. Où êtes-vous? L'intervention des créativité sera-t-elle en ligne? Oui, bientôt. En fait, on a eu des soucis techniques et donc il y a des fichiers vidéo qu'on a perdus, retrouvés, mais sans le son, mais avec machin, mais avec bidule. Et donc, je fais de la dentelle de montage pour que ça ressemble à quelque chose quand même et ne pas dénaturer le propos des intervenants. Donc, voilà, je fais ça à mes heures perdues, vous l'aurez compris. Mais on va se professionnaliser pour ça aussi. L'an prochain, on va avoir quelqu'un qui sera chargé de la communication du séminaire. L'an prochain, ils vont écrire à l'avance les interventions. Ouais, non, c'est grâce au soutien de la Fondation Élan Retrouvé, il faut le dire. Donc, oui, non, mais chaque année, on monte d'un cran. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Les ressources comme ça auxquelles on accède tout à coup. Donc voilà, l'expérience de psychothérapie institutionnelle en GEM est très intéressante. Oui, bah oui, nous sommes bien d'accord. Psychothérapie du sujet âgé serait passionnant à aborder. Merci Fabienne. Je pense vraiment qu'on va se pencher sur la question. Et moi, j'ai aussi un vrai intérêt du côté des thérapies familiales. Et comment ça marche, comment on le fait marcher en fait. C'est pas la même chose. C'est deux questions différentes, tout à fait. Cécile, merci beaucoup pour votre offre en distanciel très précieuse pour la province. Et les Outre-mer. Vive la province et les jusqu'à la région. Non, mais on rayonne à l'international. Je sais qu'on a des collègues aussi du Maghreb qui sont peut-être connectés et qu'on salue. J'ai l'impression d'être Julien Lepers, tu sais, question pour un champion grâce à TV5 Monde. Donc, oui. Non, mais merci de votre intérêt. Et puis, on est disponible pour des remontées. Je pense qu'il y a une adresse mail, vous savez que vous pouvez nous écrire. Peut-être faire passer un sondage aussi à un moment donné. Alors, question, comment les EHPAD pourraient-elles avoir accès à une présentation comme celle d'aujourd'hui? Elles pourraient compléter les interventions des équipes mobiles. Oui, comment on fait ça? C'est vrai. Bah, c'est des choses qui se font. Bah, ça, les secteurs, des fois, proposent ça. Sur les secteurs, les centres ressources régionaux, ou les centres ressources tout court, d'ailleurs, peuvent être des bons interlocuteurs pour ces questions-là. Inscrire tout le monde au séminaire, leur diffuser la vidéo de l'intervention quand elle sera en ligne, solliciter en fait aussi des intervenants. Voilà, si on demande gentiment à Christophe et qu'on l'invite à déjeuner à l'hôtel. On le fait déjà. Voilà. Donc, on est tous, je pense que ça se sent d'ailleurs, aussi bien les intervenants que la manière dont on échange, on a tous très envie en fait de parler de ce qu'on fait, d'entendre parler de ce que font les autres.
Et puis on a envie de passer un message quelque part. Ouais. Bah, il y a encore l'esprit pionnier en psychiatrie du sujet âgé, c'est fou. Sauf que la première génération est morte, la Ouais. deuxième est en train de prendre sa retraite. Donc c'est ça qui est génial, c'est la troisième génération a une dynamique par contre et un enthousiasme, moi, que je trouve génial. Je critique pour le principe, mais Vous autorisez donc à transmettre votre adresse, l'adresse du séminaire, ouais, bien sûr, la chaîne YouTube, bien sûr, c'est diffusable, hein, n'hésitez pas, diffusez les vidéos, abonnez-vous. Alors, Cécile, Anon qui dit bravo à l'ami Christophe pour les beaux messages, et bonjour à Stéphanie, et vive les équipes mobiles, et vive les centres ressources régionaux de psychiatrie de la personne âgée aussi, oui, bien sûr. je reconnais bien là l'esprit Corentin, c'est le ton. Et oui. Ouais, et puis Et cette solidarité qu'on a tous les uns avec les autres, hein. Moi, je pense que c'est aussi important et ça contribue à nourrir en fait ce qu'on fait. C'est aussi l'avantage, c'est que c'est un petit monde. Donc. Ouais. On a encore du temps largement plus parce que moi j'avais, alors c'est pas exactement une question, mais c'était une relance de Christophe parce que sur la THC, en fait, c'était un truc. Moi-même, je suis coupable d'avoir beaucoup utilisé ce terme à une époque. Mais aussi parce que je me heurtais à des psychiatres de l'adulte, mais de l'adulte jeune donc, qui quelque part disqualifiaient un peu la notion de décompensation tardive. Eux partaient du principe que les psychotypes qu'ils avaient sous les yeux, c'était pas possible qu'ils soient compensés toute leur vie sans qu'on n'ait jamais rien vu. Voilà. Si. Et en fait, justement, quand tu commences à aller rencontrer Bah oui. des personnes âgées délirantes, que tu te dis, bah si, quand même, en fait, parce que on en reçoit ici le mercredi après-midi, il y a des gens, tu sais que toute leur vie, ils ont eu, alors tu peux dire personnalité schizoïde, Oui, oui, oui. voilà, ça. Ah, tu les trouves plus souvent dans certains profils professionnels. Mais si tu as une vie bien ritualisée, bien étayée, avec effectivement des stress, mais des stress qui sont assez canalisés, tu peux être schizophrène sans que tu aies jamais de soucis dans ta vie. Je veux dire, c'est pas un problème. Je rajouterais que ce qu'on appelle PHP, on dit que c'est souvent des femmes. Oui, Et en fait, femmes seules. les femmes développent rentrent dans la psychose plus tardivement que les hommes. Donc souvent, elles ont le temps de faire des études, prendre un boulot, alors que si tu commences la schizophrénie à 18 ans, ça te met complètement en vrac ta vie professionnelle. Et trouver un boulot un peu mutualisé, je pense que c'est pour ça que c'est... Et qu'il y a peut-être aussi là quelque chose de générationnel dans le rapport au travail. Parce qu'il y a aussi comme ça des personnes qui, c'était tout à fait imaginable de rester dans le même boulot, mais au même poste. Tu vois, et de pas bouger, en fait, pendant toute une Et après, il y a des réalités de choix de boulot. Soit tu es dans le show business, effectivement, tu peux exprimer ta folie, entre guillemets, sans que ça pose de problème métaphysique. Soit tu es expert comptable et c'est tellement ritualisé, tellement canalisé que tes angoisses sont protégées, quoi. Ce qui n'est pas péjoratif, je veux dire, Et pourquoi justement, du coup, on essaie de faire la différence entre début tardif et début très tardif, hein. Vraiment, il y avait un cours là-dessus, et Ça, avec la ménopause qui accentue chez les femmes la maladie des femmes. On a vraiment eu un cours avec des diapos, avec vraiment les symptômes. Oui, alors je crois que ça vient du fait qu'il y a une différence entre le travail de recherche, par exemple, et le travail clinique. On a besoin de comprendre. Donc, si on arrive à montrer qu'il y a des spécificités, que la schizophrénie, alors 25% des schizophrénies sont tardives quand même, c'est pas anodin, se révèlent tardivement ou sont tardives. Voilà. Donc, la question, en fait, à se poser, c'est est-ce que ça existe, la schizophrénie tardive, ou est-ce que c'est une schizophrénie latente qui, au lieu de se révéler à 18 ans, à un moment où la vie pulsionnelle fait qu'effectivement ça explose un peu de cannabis par-dessus, ça aide. Ou alors, est-ce qu'effectivement, les gens ont réussi à tenir. Mais c'est la même chose pour les dépressions, c'est la même chose pour les bipolarités, c'est la même chose pour les troubles anxieux. En fait, la vie sociale, c'est ça qui est génial, c'est que la vie sociale, la vie familiale, la vie professionnelle protège. Et ça, quand on fait de la gérontopsie, c'est flagrant. Moi, je sais pas, je dirais 90% des patients que je vois, que je voyais âgés, en cherchant un peu, c'était déjà là avant. On ne développe pas un trouble mental à 80 ans. Il était là, mais protégé, canalisé, les défenses marchaient bien, voilà, c'est ça. L'expression que j'emploie souvent avec mes patients, c'est « vous courez plus vite que votre dépression depuis 70 ans Ouais. ». Sauf que là, vous courez moins vite, voire vous vous êtes cassé la figure, et du coup, ça vous rattrape. Voilà. C'est très imagé, mais je pense que c'est pas faux. Le côté « j'ai 80 ans, je débute brutalement un trouble mental », alors, s'il y a un trouble cognitif derrière, oui. S'il y a une succession d'événements de vie qui font déborder le vase, oui. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité, il y avait cette fragilité avant. Mais il n'y avait pas de symptômes psychiatriques.
Après, si tu te penches sur la sémiologie, il y avait des signes, quoi. Oui, oui. Après, ce qui est dur, c'est que nous, on a du mal qu'il y ait une vraie prise en charge psychiatrique à ce moment-là, parce que souvent, on va dire, c'est bariatrique, c'est neuro, enfin, ça se balaye, enfin, ça se vend. Oui, bah, c'est ça. Alors que tu aurais vraiment besoin de cette Ouais. prise en charge psychiatrique à l'instant T pour vraiment aider la personne, parce qu'elle est en souffrance. Et après, on va voir. Et c'est à ça que ça servait la PHC. Tu vois? Bah, la PHC Puisque c'est hallucinatoire chronique, il y avait un truc de bon, bah allez. Alors, il y a quand même un Vraiment, argument psychiatre, mais- dans le monde de mondialisation dans lequel on est aujourd'hui. La PHC, c'était quand même très franco-français. Ça n'existe pas chez les autres. C'est un peu gênant pour la défendre aussi, à l'international. Voilà, il y a quand même que nous qui avons ce truc-là. Pour les autres, c'est soit de la dépression, soit de la schizophrénie. Après, c'est pareil, la schizophrénie, si vous prenez la définition de la schizophrénie en 1911 avec Bleuer, et si vous la prenez aujourd'hui avec les critères positifs, négatifs, etc., dans la catégorie homogénéité, je vais vous citer une anecdote amusante, enfin, que je trouve amusante. J'étais interne dans un service de psychiatrie dans ma jeunesse, qui était spécialisé dans la prise en charge de la bipolarité. Très neurosciences, ce qui à l'époque n'était pas forcément le plus répandu. Et le chef de service, professeur Zarifian, on va pas le citer en question, est parti et a été remplacé par une autre professeure, qui est une grande spécialiste française de la schizophrénie. Et un jour, je discutais avec un de mes anciens co-internes, qui était toujours dans le service là-bas, et qui m'a dit, tu te rappelles, hein, à l'époque, ils étaient tous bipolaires dans le service. Aujourd'hui, ils sont tous schizophrènes. Et là, l'histoire est vraie, il s'est penché vers moi comme si on nous écoutait. C'est les mêmes. Et c'était assez... Voilà. C'est-à-dire, en gros, les patients qui étaient diagnostiqués bipolaires dans un service spécialisé dans la bipolarité, axé sur, voilà, c'est l'ancien de Sainte-Anne qui était là, enfin, l'ancien du SHU, etc. Ça a été remplacé par des grands spécialistes de la schizophrénie, sauf que la base des patients était les mêmes. Et on le sait tous, si on a envie de fabriquer un schizophrène, bon, il suffit de le neuroleptiser, mais si on veut fabriquer un schizophrène, il suffit d'aller chercher les symptômes qui en font un schizophrène. Si on veut fabriquer un bipolaire, on va sélectionner les symptômes qui vont en faire un bipolaire. D'ailleurs, c'est l'avantage de faire de la gérontopsie. On a l'historique. Ouais. On sait ce qui s'est passé les 60 dernières années. Du coup, ça nous aide à faire des choix un peu plus ciblés et on se rend compte que les gens ne rentrent pas dans les cases. Alors, imagine quand tu t'occupes de quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans, qui fait un épisode psychotique ou dépressif aigu, tu sais pas ce qu'il a et tu sais pas ce qu'il aura. Et tu as tendance d'emblée à le mettre dans une case. Tu n'as pas trop le choix parce qu'il faut bien l'aider, donc forcément, tu as besoin de savoir ce que tu soignes. Pareil, première question qu'on apprend à nos jeunes collègues, qu'est-ce qu'on soigne? C'est un cardiologue, moi, qui m'avait appris ça. C'était pas un psychiatre. Il m'avait dit, les thérapeutiques, t'en as rien à cirer, il y a des guidelines, tout est marqué dans les livres. Par contre, qu'est-ce que tu soignes? Quel est le diagnostic de ton patient? C'est là-dessus qu'il faut que tu mettes le paquet. Et en psychiatrie, c'est encore plus vrai. Qu'est-ce qu'on soigne? Quelle est notre hypothèse diagnostique? Et quelles sont les autres hypothèses diagnostiques qu'on se garde en réserve au cas où? Voire peut-être qu'après, il n'y aura plus besoin d'hypothèses diagnostiques. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on a besoin de se rassurer. Donc, une fois qu'on a collé un traitement et que le type ne bouge plus, on ne change plus rien. Et les patients eux-mêmes rentrent là-dedans. Je le vis actuellement. Certains patients que je vois dans le CMP dans lequel je travaille m'aident à réviser l'histoire de la psychiatrie et de la pharmacologie. C'est-à-dire, j'ai des traitements, je ne savais pas que ça existait encore. Et dès que j'essaye de... Alors après, ceux qui vont bien, on ne touche à rien. Et quand effectivement ils ne sont pas franchement stabilisés, on en profite pour essayer de le remettre au goût du jour. Et c'est les patients qui ne veulent pas qu'on y touche. C'est-à-dire, ils sont attachés à leur prise en charge, à leur traitement, aux modalités d'accompagnement. Ils ont créé un rituel autour de leur pathologie, même s'ils ne sont pas stabilisés, qui fait que c'est extrêmement difficile à bouger. Non, ben, je vous dis, l'avantage de la psychiatrie, la gérontopsychiatrie, je me rappelle la psychiatrie, je le dis à chaque fois, mais j'adore. La psychiatrie, c'est de la médecine avec quelque chose en plus, et la gérontopsychiatrie, c'est de la psychiatrie avec quelque chose en plus. Donc on est l'élite Non, mais le pire, c'est que je le pense vraiment. Et j'ai pas de pathologie du narcissisme a priori, donc, quoi que dise ma femme. Et donc, voilà, donc, faut être là, mais bon. Ouais.
Donc c'est Cécile hein, qui avait déjà fait un commentaire avant, Cécile Roulier, qui dit alors, l'esprit pionnier dont on parlait tout à l'heure, qui garde une place pour l'héritage psychodynamique, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les centres ressources. Merci de garder ce lien entre les générations de soignants, qui peut être Alors, profitable. Moi, je glisse un commentaire, parce que j'ai vu dans les commentaires sur YouTube, d'ailleurs, probablement un jeune collègue qui trouvait que ce séminaire était très décevant parce qu'il n'était pas assez axé EBM pour Evidence-Based Medicine. Bah, en fait, il l'est aussi. Nous, le principe, c'est quelque chose nous intéresse et on va aller chercher un interlocuteur, quelqu'un qui va être susceptible de partager avec tout le monde. Et donc, on prend de tout, nous. Ça, c'est la fameuse phrase, si ton seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. Ouais, Moi, j'ai commencé psychiatrie, j'étais interne dans un environnement psychanalytique. Ouais. Névrose, psychose, si le patient délire, c'est forcément qu'il a une psychose, enfin, c'est plus basique, tu meurs. Le Bergeret, voilà. Et puis, j'ai 40 ans de métier. Ouais. Aujourd'hui, je fais des neurosciences, je suis evidence-based medicine, etc. Je ne renie pas mon héritage psychanalytique, sauf la partie financière pour les années que j'ai passées sur un divan. Je le paye encore. Mais voilà, la psychanalyse aide à réfléchir, la psychodynamique, on a parlé un peu tout à l'heure de psychopathologie, la psychopathologie aide à une compréhension. C'est pas un outil de soin, c'est un outil de compréhension. Le soin, c'est les neurosciences, c'est l'évidence-based médecine, c'est les médocs, c'est la psychothérapie, mais potentiellement structurée, etc. Et les deux ne sont pas incompatibles, c'est une approche différente d'un même phénomène. Si vous voulez vous marrer, actuellement, sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn pour pas le citer, outre le combat euthanasie, suicide assisté, où effectivement là, il y a une espèce de croisade en cours actuellement, un peu tard, mais mieux tard que jamais, il y a une espèce de débat en ce moment, je ne sais pas si vous le voyez, entre les tenants d'une défense du secteur psychiatrique, défense de l'outil analytique, qui est très respectable, et puis à côté de ça, tu as la réponse de gens cliniciens sur le terrain qui expliquent que oui, c'est gentil tout ça, mais c'est pas ça qui nous aide à soigner les malades. Et les deux sont pas faux. On a besoin de notre héritage, de notre spécificité de psychiatre, mais il faut être honnête, on fait de la médecine. Voilà. Mais je le dis d'autant plus facilement que j'ai une formation analytique à la base. C'est ma chapelle de départ. Mais ce n'est pas celle que j'utilise pour travailler. C'est celle que j'utilise pour réfléchir. Voilà, la psychothérapie institutionnelle, j'ai eu la chance de travailler 3 ans et 14 jours dans un service qui était pur héritier de Laborde. Je me suis tapé le séminaire Houry, j'ai fréquenté tous ces braves gens à l'époque. C'est sympathique, c'est génial, c'est nos 20 ans, les années 70, voilà. Psychothérapie institutionnelle, plutôt les années 50. Mais voilà, c'est une psychiatrie qui est fun, et c'est pas une psychiatrie, je n'engage que moi en disant ça, hein, qui soigne. C'est une psychiatrie qui accompagne, voilà, c'est très respectable. Mais on a besoin des deux. Là, je travaille dans un secteur, on a besoin du secteur, mais je fais partie des gens qui pensent qu'on a aussi besoin des centres experts. Il y a encore aujourd'hui, on traite encore les états maniaques avec de l'aldol. C'est une connerie. On flingue les malades, je veux dire. Quand j'avais 25 ans, que j'étais jeune, je me baladais en ville, je croisais des patients, je savais quand ils étaient schizophrènes. Ils avaient les dyskinésies au milieu de la figure. Aujourd'hui, un patient schizophrène, il y en a peut-être 3 dans la salle, on ne le sait pas. Voilà, on soigne mieux les gens qu'il y a 40 ans, mais alors putain, c'est vachement moins marrant, ça on est d'accord. Mais donc on peut regretter nos 20 ans, on peut regretter notre jeunesse turbulente, mais ne regrettons pas l'efficacité médicale qui est celle d'aujourd'hui, alors qu'est mis à mal par les politiques de santé, le manque de moyens, etc. Et putain, je soigne mieux mes malades aujourd'hui avec des méthodes qui sont beaucoup moins poétiques que, effectivement, les réunions qui duraient 3 heures où on clopait en dissertant sur des concepts analytiques que je comprenais déjà rien d'ailleurs, mais qui étaient intéressants. Voilà, il y a une émulation intellectuelle qui est moins fun aujourd'hui. Un des derniers staffs auxquels j'ai assisté à la Pitié, quand j'étais encore en activité sur Paris, j'avais l'impression d'être à un stade de neuroradiologie. Je me suis d'ailleurs accroché avec le chef de clinique qui était en train de nous expliquer un IRM. J'ai fini par m'énerver en disant, mais putain, il a quoi le malade? Voilà, on soigne des gens, on ne soigne pas des IRM, je veux dire. Donc ça, c'est effectivement les excès d'une psychiatrie neurologisée, mais on a vécu aussi les excès d'une psychiatrie psychanalytique, psychodynamique. Voilà. Je reprends la phrase de tout à l'heure d'Henriet. Une vraie psychiatrie, c'est même pas intégratif, c'est interactif de la psychanalyse et de la psychologie à la neurologie. Et c'est ça notre richesse, c'est qu'on fait les deux.
Ouais. Si on fait si on n'est que psychanalyste, si on n'est que evidence-based médecine, si on n'est que TCC, si on n'est que thérapie familiale, si on n'est que BMR, je sais pas quoi, il y a tellement de trucs, je me les mélange. Voilà. Plus on a d'outils, plus on est efficace. C'est Cyrulnik qui disait ça. Et il a raison. Il faut connaître les outils. C'est pas tout d'avoir les outils. Et on ne sait pas se servir de tous les outils. C'est-à-dire, moi, il y a des trucs que je ne sais pas faire, mais je sais qui sait faire, et donc je vais orienter vers celui qui sait faire. On ne fait pas un métier de solitaire, on fait un métier d'équipe, on fait un métier où on partage. Voilà. Et si vous voulez vous marrer, je vous dirai après en off les noms des gens qu'il faut suivre sur LinkedIn. Mais il y a une espèce de truc, il faut défendre les centres experts, il faut descendre le secteur, les centres experts c'est mal, les centres experts c'est génial, c'est hilarant. On se croira sur Facebook. C'est vraiment Ouais. C'est assez marrant. Et Palestine. Il y a un rapport Sénat qui est sorti là, qui encore une fois recommande de renforcer les centres experts et de prendre Ouais. les CMP. Mais les centres experts, moi j'ai travaillé un peu avec Fondation Fondamentale. Alors effectivement, si on met que des centres experts, on n'est pas prêt de soigner les gens. Mais par contre, ils ont une approche, terme théorique, qui est quand même hyper intéressante. Ils nous apprennent des choses. C'est pareil, faire du secteur, on est sur le terrain, c'est génial, mais on utilise quand même des concepts qui sont élaborés par des gens qui ont une expertise. On ne peut pas être expert en tout. Il y a 40 ans, sur un secteur, tu faisais de la dicto, du trauma, de la psychose, de la dépression, etc. Aujourd'hui, a-t-on les moyens d'être bon en tout? Je découvre le TDAH. Ça n'existait pas dans ma jeunesse. J'y comprends rien. Je me forme, mais en même temps, j'ai des collègues qui sont plus branchés là-dessus. J'oriente les patients, voilà, parce que je sais qu'il y a des trucs que je ne sais pas faire. À l'inverse, dès qu'il y a quelqu'un qui est vieux et qui délire, Christophe, t'es là? Voilà, c'est ça, c'est ça la psychiatrie. C'est pas je suis enfermé dans ma tour d'ivoire à considérer que ce qui se faisait en 1942, la vie s'est pas arrêtée le 23 septembre 1939, le jour de la mort de Freud. Voilà. Tout à fait. Et puis, alors, il y a une question là qui est assez précise, pour laquelle déjà je vais renvoyer sur des vidéos qui sont déjà en ligne, Else, qui sont les deux premières interventions des deux Martin, Martin Comon et Martin Moussion, qui ont pas mal discuté de ça et qui d'ailleurs parlaient de cette question qu'on posait tout à l'heure, hein, les schizophrénies tardives, à quoi ça ressemble et comment on en comprend quelque chose, quelle prévalence, etc. Je n'ai rien retenu des chiffres, mais en tout cas, vous trouverez ça dans les deux premières interventions. Donc là, c'est Amina qui dit voilà, qu'elle comprend qu'on considère, que certains considèrent aujourd'hui que la PHC ne constitue pas une entité distincte de la schizophrénie au sens strict. Mais comment expliquer, dans ce cas, les différences cliniques bien établies, notamment l'absence de dissociation dans la PHC et l'âge de début plus tardif? Alors, c'est une bonne question. La PHC est considérée par les auteurs anglo-saxons comme étant de la schizophrénie. Ouais. La PHC chez nous est considérée comme l'expression d'une souffrance, alors bien systématisée parce que souvent ça dure depuis longtemps, et on sait qu'une pathologie délirante, un trouble délirant quand il est installé depuis un moment, même dans la schizophrénie d'ailleurs, se structure, se systématise, hein, ça part pas dans tous les sens. Et après, ça peut, pour moi, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, quand j'ai un patient qui est étiqueté PHC avec effectivement une sémiologie qui ressemble à ce qu'on appelait la PHC, je vais chercher le trouble de l'humeur, je vais chercher des traces de schizophrénie, etc. Mais très souvent, le problème, c'est qu'on nous a appris pendant des années, par exemple, il n'y a pas d'hallucination dans la paranoïa, il n'y a pas d'hallucination dans la dépression, etc. Dès que vous êtes âgé, il n'y a plus rien qui marche et qui rentre dans les cases. Ouais. Le patient, il vous sort une sémiologie où c'est un bordel innommable. Pardonnez-moi l'expression, j'ai été élevé en banlieue. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on essaye de faire rentrer les patients, ils ne respectent pas ce qui est marqué dans les manuels. Donc c'est pour ça que c'est hyper compliqué et à la fois d'une richesse extraordinaire. C'est on a un ensemble symptomatique qui ne correspond à rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plein de tas de descriptions différentes. Et à nous de trouver derrière ça la souffrance du patient, en ciblant sur anxiété, dépression et éventuellement d'autres troubles qui apparaîtront. De toute façon, les patients qu'on voit, ils sont anxieux, ils sont délirants. On est incapable, enfin, moi je suis incapable de savoir ce qu'il y a derrière. Caractéristique aussi, je joue vieux con, là, je suis là pour ça. Je suis des patients pendant plusieurs mois. Je comprends rien. Plus je vieillis, moins je comprends. D'ailleurs, ça m'angoisse un peu. Je crois que c'est pour ça que j'ai pris ma retraite en partie.
mes jeunes collègues, quand je faisais hospitaliser un patient que je suivais depuis des mois, auquel je ne comprenais rien, en 20 minutes, j'avais diagnostic, conduite à tenir, traitement. Et quand je dis diagnostic, ce n'était pas diagnostic différentiel, c'est diagnostic positif. Et j'avais des remarques du genre, bah, fastoche. Ouais. C'est pas, voilà. On a besoin, quand on est jeune, effectivement, de se rassurer, de faire rentrer les gens dans des cases. Plus on vieillit et plus on fréquente des gens vieux, c'est surtout ça. Quand on fait de la gérontopsie, on se rend compte que bah, c'est pas comme dans les livres. Si tous les patients délirants que je vois étaient schizophrènes, c'est pas 1% de la population. Hein. Il aurait fallu reprendre les observations de Gilbert Ballet à propos du PHC, parce que souvent c'est des monographies très détaillées. Il faudrait reprendre un petit peu et relire. Ce qui différencie une bonne adaptation en particulier. Il y a ce critère-là. C'est des gens qui délirent, des hallucinations surtout. Et puis quand lui, ça ne perturbe pas tant que ça leur vie relationnelle. Alors, c'est pareil, tu vois, c'était classé dans les schizophrénies, c'était pas classé dans les paranoïas. Alors qu'en fait, c'était des critères qui renvoyaient plus au délire paranoïaque. Il y a quand même énormément d'incohérences dans les classifications, la classification des délires à la française, qui est quand même très plinienne à la base, énormément de choses qui tiennent pas la route, avec le recul. Mais c'est vrai que c'était en même temps des efforts de classification. Moi, j'ai l'impression qu'on a revécu ça dans un mode différent avec les névroses. Quand on était jeune, je suis désolé, je discute avec mon collègue avec qui je retrouve, voilà, on a fumé les mêmes drogues quand on avait 20 ans. Et nous, on était névroses d'angoisse, etc. Sont arrivés les concepts DSM tout à fait licites de phobie sociale, trouble anxieux généralisé, agoraphobie, attaque de panique, etc. Avec à l'époque comme argumentation, on a démembré la névrose d'angoisse parce que de toute façon, ça n'avait pas de cohérence au plan thérapeutique, puisque les traitements des différents modèles anxieux sont différents. 40 ans après, les traitements, c'est les mêmes, et il y a des comorbidités. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de névrose d'angoisse, mais quand tu as une phobie sociale, tu es aussi agoraphobe, et de toute façon, à l'arrivée, ça se traite par IRS. Donc, voilà, il y a quand même une... moi, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on fait un effort au niveau de la recherche pour essayer de trouver des spécificités. Mais, très souvent, c'est des pistes qui, effectivement, bon, tournent un peu en eau de boudin à l'arrivée, parce que, finalement, c'est tout pareil. Voilà. Et on a la même chose avec le délire. On a fait des tas de descriptions de délire tous azimuts, qu'on a essayé de voir là, un petit peu tout à l'heure. À l'arrivée, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que le patient délire, mais les subtilités du délire, à part la beauté de l'analyse sémiologique, n'ont honnêtement rigoureusement aucun intérêt dans la vision diagnostique de ce qu'il y a derrière et dans la stratégie thérapeutique. C'est ça le problème. D'ailleurs, une fois qu'on sait que le patient délire, on sait aussi par expérience qu'il ne faut surtout pas aller s'amuser à rallumer le truc, et on laisse le patient avec son délire tranquillement tant que ça ne déborde pas, et nous, on n'ira pas réinterroger le délire. Si le patient l'aborde, oui, mais s'il ne l'aborde pas... D'ailleurs, souvent, en consultation, c'est assez hilarant. C'est, vous savez, le truc là pour lequel vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en ce moment, ça va plutôt bien. Mais voilà. La façon dont les patients parlent de leur délire avec le thérapeute est de l'ordre de l'allusif. Je sais que vous savez que je délire, je sais que voilà, je sais que vous savez que je sais que vous savez. C'est assez surréaliste, quoi. Le délire est là, mais il n'est pas abordé. Très souvent, quoi, je suppose. C'est-à-dire que d'aller voir son psy, ça veut dire d'aller, en particulier pour les personnes âgées, d'aller au commissariat. Moi, j'ai une patiente qui et à partir du moment où elle était orientée par le commissariat, qu'elle est venue nous voir, c'était le lieu où elle pouvait parler de ça. Elle faisait plus des démarches inconsidérées. Et elle accepte son traitement, voilà, dont elle considère qu'il ne sert à rien, puisqu'elle a un vrai préjudice. Donc c'est déjà... C'est ça qui est génial, voilà. Avancé. On fait un beau métier, quand même. Oui. On va conclure. Hein. On va continuer les échanges sans vous. Vous avez été avec là, les amis. Donc des remerciements. Amina, qui justement posait la question à laquelle tu réponds depuis tout à l'heure, hein, qui te remercie, qui dit: vous avez raison, la réalité de la clinique est beaucoup plus complexe que sur les modèles de psychiatrie, et c'est signé donc d'une psychologue de la Gen Z. De la Gen Z, génération Z. Donc bah oui.
Et je souhaite qu'on se retrouve tous là. Il y a effectivement Cécile aussi qui dit sans être de la génération du tout psychanalytique, mais qui trouve que c'est un outil qui justement permet d'être à une place vertueusement non spécialiste. Voilà. Et puis une dernière question technique, recevrons-nous une attestation de présence? Faut-il la demander et comment le cas échéant? Alors si vous êtes passé par le lien Digiformat, et si vous êtes bien passé par la plateforme Digiformat, on a enregistré le fait que vous êtes connecté, et donc vous recevrez une attestation pour tous les séminaires de l'année dans la semaine qui vient. Si ce n'est pas le cas, non, il n'y a plus d'attestation. C'est pour ça que dans le lien, à chaque fois, je dis en dessous, inscrivez-vous sur Digiformat, il faut passer par la plateforme. Ça permet d'automatiser, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux. Voilà, vous êtes au minimum une centaine connectés chaque fois. Et près de 460 sur Digiformat, justement, et 870 dans la mailing list qui reçoit les liens. Donc, vous êtes beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse suivre ça administrativement. On confie ça à des machines. Voilà. On continuera comme ça l'an prochain, parce que je sais aussi que certains d'entre vous ont besoin de justifier de l'utilisation de ce temps. Donc, voilà, ça passe par Digiformat. On se rôde tous cette année. Mais si vous êtes sur Digiformat, vous recevrez l'attestation, bien sûr. Voilà, et ben merci à tous. C'était super. Si on a signé l'émargement, bien sûr. Si vous avez signé l'émargement, Cécile, vous aurez une attestation en bonne et due forme, pas de souci, qui sera pour l'ensemble de l'année de toute façon, parce qu'à chaque fois, ça rajoute des nouveaux séminaires. Voilà. Et ben merci à tous. Passez un bel été. Donc le séminaire reprendra en janvier 2026. Hein. Mais d'ici là, encore une fois, n'hésitez pas. Il y a un mail, vous pouvez nous écrire. On transmet.